Pour moi, la réussite, c'est quand tu impactes la vie des gens, quand tu changes quelque chose dans la vie des gens. Réussir pour réussir, être heureux tout seul, c'est bien, c'est beau, Ça fait. mais ça change pas grand-chose. Quand on regarde dans la diaspora, nous avons tous des parcours individuels excellents. Très bien, de très beaux parcours, que ce soit réussite professionnelle ou pas, je veux dire réussite scolaire ou pas, ou entrepreneuriale et autres. On a des très beaux parcours, on fait de belles choses, mais il y a quelque chose qui nous manque au sein de la diaspora, c'est créer une dynamique collective. Ouais. Décembre 2019, le Covid arrive. Ça bloque tout. On sort du Covid, 2021, on veut relancer. La Société Générale se désengage de la fête. Et ne veut plus être dépositaire. Qui était votre partenaire? Qui était qui était la banque qui devait déposer. Et sans la banque, vous ne pouvez pas avoir déposé le dossier à l'AMF, hein, ça c'est clair. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Tout le monde ne rentrera pas. Et il suffit pas de rentrer pour faire de belles choses pour son pays ou son continent. J'estime que ce que toi et moi nous faisons ici est quelque chose de très bien pour le continent. Tout à fait. Donc on peut aussi bien aider le continent en étant à l'étranger. J'espère que d'ici là, ça aura bien changé. On aura eu cette nouvelle génération, de dirigeants qui vont arriver au pouvoir avec l'outil Internet, la mondialisation, qui ont compris les bases du développement de nos pays. Nos pays ne peuvent pas se développer si on continue à cultiver ce qu'on ne mange pas, à manger ce qu'on ne cultive pas. C'est la base. Hello! Avant de démarrer cet épisode, cette discussion passionnante avec un expert ou avec un entrepreneur de la communauté, toute l'équipe de Kalimandjaro veut remercier particulièrement notre sponsor, Vers Ailleurs, qui nous permet de réaliser cette nouvelle discussion et d'avoir ces échanges passionnants. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, boostez ces nouvelles fonctionnalités de YouTube parce que c'est aussi grâce à ça que cette chaîne va grandir. Allez, bon épisode. Monsieur Eline Kamge, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Très bien, et toi? Très très bien. Je suis très content de te recevoir sur ce nouvel épisode. Ravi d'être là. On a eu du mal à se goupiller, à trouver un créneau. Un créneau, mais là c'est fait. Voilà, c'est fait. On va avoir une belle discussion. Je suis très honoré parce que déjà, tu es notre illustre devancier par rapport à Black Network. Quand nous on est arrivé en 2011 quand on a commencé et 2013 quand on a vraiment commencé à déployer, vous étiez déjà là. Vous étiez déjà 2008 efficience. 2008. Ah, c'est encore plus tôt que j'imaginais. C'est donc 2008. Voilà, ça fait bientôt 18 ans. Hein. 18 c'est ans. énorme. Ouais, c'est énorme. Donc ça déjà c'était important pour nous d'avoir cette occasion-là de se retrouver et de discuter et que tu nous partages l'histoire du club Efficience, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est parce que en fait moi quand je comprends le club Efficience depuis toutes ces années, il y a cette dimension de bâtir des ponts entre l'Afrique et la diaspora qui est ici et le pays d'accueil. Que tout ce que tu as fait pendant toutes ces années, c'est intéressant aussi de comprendre comment est-ce que tu as fait tout ça. J'ajoute aussi que toi, on peut dire que tu as construit un empire aujourd'hui, pas un empire de pierre comme on peut l'imaginer, mais quand même, tu vois, en termes de réseau, la dernière fois j'étais à un événement, on voit l'adjoint au maire de Paris qui vient, les ambassadeurs qui viennent, voilà Arnaud Ngacha, Asafo qui vient et qui prend son billet juste pour être là, pour être sûr d'être là le matin, tu vois. Nous avons honoré ce jour-là. J'ai ressenti en tout cas lors de cet événement, et ce qui montre que moi qui parle beaucoup de réseau, c'est pas des choses qui sont faites du jour au lendemain, hein, c'est des relations qui sont nouées au fur et à mesure des années et des années. C'est clair. Et donc c'est bien que la diaspora, que notre communauté puisse t'écouter aujourd'hui, parce que tu fais pas beaucoup de podcasts, hein. Non, j'ai pas trop l'habitude. C'est vrai. Je suis pas un homme d'action, je suis plutôt un homme de pensée, je pense. Ouais. Et les équipes, on a des opérationnels qui le font et qui le font très bien. Bon, c'est pas la peine de me mettre en lumière. Hein. J'aime bien rester derrière. Ouais. Mais parce que c'est comme ça, chacun joue bien son rôle. Il y a des gens d'action qui le font très bien. Il y a ceux qui doivent rester dans l'ombre et qui le font aussi bien dans l'ombre. Mais là, il faut que tu sortes du bois. Voilà. Tout à fait. Faut qu'on t'entende. C'est ça. Oui. Qu'on t'entende et surtout, vraiment, pour moi, t'as passé tellement d'époques.
t'as vu tellement de choses. En 2008, t'as dû voir combien de présidents de la République aujourd'hui. Beaucoup. Tu vois, beaucoup de présidents de la République. Au moins 3 ou 4, facile, hein. C'est clair. Tu vois. Donc, je pense que t'as vu beaucoup de choses et pour moi, ça a beaucoup de valeur de recevoir nos aînés et de recueillir vos témoignages, vraiment. Et un témoignage à ce niveau-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. T'es chirurgien dentiste le matin, la journée. Nul n'est parfait. Chacun ses défauts. C'est vrai que vous n'êtes pas ceux qu'on préfère voir en général, clair. tu vois. Mais ils sont bien contents quand on reconstitue leur sourire. C'est ça. Et surtout même quand quand vous soulagez la douleur, c'est surtout ça. C'est clair. Et le soir, donc, à côté, tu t'occupes du club Efficience depuis toutes ces années. Pas que. Il y a Mansa aussi, effectivement, qui est plus récent. Ça sera pour une autre fois, Mansa. Ouais, aujourd'hui, on en reparlera. Ouais. Mais déjà, la première chose, comme je t'ai expliqué un peu en off, Kalimandjaro, on parle d'ambition. On essaie de comprendre la vision. Et on dit toujours que nos jeunes ne peuvent pas voir loin s'ils n'ont pas eux-mêmes des aînés qui voient loin et qui se donnent les moyens d'atteindre des choses, de réaliser des choses extraordinaires. C'est clair. Quelle est, toi, ton ambition ultime pour la diaspora africaine et afrodescendante? Quand on parle d'ambition, c'est se dire on n'a pas d'ambition. La limite, c'est le ciel, comme dirait. Ouais, bien sûr. Il faut qu'on travaille pour avancer. Et j'aime bien les adages qui disent seul on va vite et ensemble on va beaucoup plus loin. Ouais. Quand on regarde dans la diaspora, nous avons tous des parcours individuels excellents. Très bien, de très beaux parcours. Que ce soit réussite professionnelle ou pas, je veux dire réussite scolaire ou pas, ou entrepreneuriale et autres. On a des très beaux parcours, on fait de belles choses. Mais il y a quelque chose qui nous manque au sein de la diaspora, c'est créer une dynamique collective. Ouais. On n'arrive pas à développer une réussite collective où on est tous fiers de se dire, ben voilà, on a impacté, on a honoré la diaspora. Et quand je parle de ça, deux fois on me demande, mais qu'est-ce qui t'a motivé parce que voilà, tu étais dans ton cabinet, tu soignes des patients, tu fais un métier qui est assez noble. Je me suis dit, au bout d'un certain nombre d'années de libéral, pour moi, la réussite, c'est quand tu impactes la vie des gens, quand tu changes quelque chose dans la vie des gens. Réussir pour réussir, être heureux tout seul, c'est bien, c'est beau, ça fait. Mais ça change pas grand-chose. Donc, je pense que l'ambition qu'on peut avoir pour la diaspora, c'est qu'au-delà de nos réussites individuelles, que nous puissions créer une réussite collective. Des fois, quand on va en Afrique dans nos voyages et les gens se moquent un peu de nous en parlant de la diaspora, ils nous appellent les diasporiens. Ah, vous, c'est ça? Diasporiens, effectivement. Les diasporiens, l'air de dire, on parle beaucoup, mais on ne fait rien. Tout à fait. Voilà. Et pour moi, si on arrive à créer, et ça a été toujours mon combat depuis la création d'Efficience, c'est d'arriver à mettre en place des projets qui portent et qui puissent unir la diaspora. Qu'on soit à efficience ou pas. L'idée, c'est pas que tout le monde soit efficient. De toute façon, tout le monde ne sera pas à efficience. Black Network, il y a plein d'autres organisations, le Club Elite, voilà, le ABC, tous ces clubs-là qu'on travaille pour créer une réussite collective, une dynamique collective dans la diaspora, dans ce que nous voulons faire. En 2008, quand on lançait Efficience, nous nous sommes dit, ben, avant de lancer Efficience, allons aux États-Unis, voir comment les Noirs américains sont structurés, sont organisés pour passer en 50 ans de l'esclavage au pouvoir, puisque Barack était déjà au pouvoir à cette époque. D'accord. Et nous sommes allés au Black Congress aux États-Unis et nous avons passé une semaine fabuleuse avec eux. On a appris énormément de choses. Et on se vit tout petit face à eux parce qu'ils étaient tous enchantés de voir cette diaspora afro qui venait de France, qui venait un petit peu apprendre de chez eux. Et ils souhaitaient venir en France, voilà, mais on n'était même pas structuré, organisé. Pour les recevoir. Parce que tu sais que nos difficultés, c'est que à un moment, on a été aussi trop politisé. C'est qui a gâché la dynamique collective que les diasporas afro en Europe pouvaient mettre sous pied.
nos dévanciers, comme tu le disais tout à l'heure, les Césaire, les Senghor, à leur époque, c'était montrer l'homme noir écrit, l'homme noir pense, voilà. Et c'était très politique, effectivement. C'était très politisé. Après, puisqu'après eux, a suivi les années des indépendances sur le continent, qui avait beaucoup d'impact auprès des diasporas, puisqu'à cette époque-là, tous ceux qui étaient des opposants venaient en France, et ceci a formaté l'esprit des diasporas dans les pays d'accueil. On est resté soit sur la culture, soit sur la politique. Et on a un petit peu délaissé la notion économique. Comment on se structure, comment on s'organise pour s'ancrer dans les pays d'accueil, parce que de toute façon, on attend beaucoup de nous, non seulement dans les pays d'accueil, mais aussi sur le continent. Tout à fait. Et si on n'est pas déjà très fort là où on est, on pourra vraiment pas aider le continent. Si on n'est pas bien ancré dans nos pays d'accueil, comment est-ce qu'on pourrait aider le continent? Là où nous sommes des missionnaires, nous devons gagner en expertise, en structuration, et tout ceci pourra plus facilement apporter un plus pour le développement du continent par rapport à nos frères restés sur le continent. Et c'est qu'ils font déjà, parce que eux aussi, ils avancent. Ils n'attendent pas qu'on vienne, ils avancent à leur rythme, à leur niveau, et on peut apporter un plus des diasporas, et c'est gagner surtout en expertise, en structuration, et c'est là où on pourra être important. Non, c'est intéressant. Je savais pas que vous étiez parti aux États-Unis. Ah, ben tu vois, on a fait beaucoup de choses. Ah bah oui, qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Parce que on les voit tous avec des yeux envieux, hein. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Quand on est allé au Black Caucus, comme ça s'appelle, le caucus qui se tient une fois par an. C'était dans cette enceinte du Congrès à Washington. On y a fait une semaine. Et chaque jour, c'était de rencontrer tous ces leaders, Jesse Jackson, on a rencontré tous ces leaders nord-américains, tous les sénateurs, et c'était de voir comment les sénateurs républicains, démocrates noirs, pour eux, c'était pas un problème, quand il y a un événement noir américain, d'y venir, de représenter des valeurs, et de parler de la culture, de l'économie, de la religion, de tout ce qui concerne leur communauté, sans toutefois avoir peur. À l'époque, en 2008, quand on le faisait, en France, quand on avait 500 Noirs qui se regroupaient dans une salle, on vous regardait bizarrement. Et nous, on était stupéfaits de voir 5000 Noirs qui se retrouvent dans cette enceinte à Washington, et ça n'émeut personne. Pas de policiers, rien, tout le monde, chacun passait son chemin. Et là, il n'y avait pas que un mouvement de droit civique. Là, il y avait du business, il y avait la culture, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et là, on s'est dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Et il faut qu'on travaille. On est très loin en Europe, il faut qu'on travaille. Et on est revenu, et on a retroussé nos manches, et on s'est mis à travailler. Voilà. Et tu peux quand même dire que entre 2008 et aujourd'hui 2025, les choses ont complètement changé. Donc, quand tu vas regarder la communauté, tu te dis, mais c'est un peu ce dont toi tu rêvais au début qui est en train de se réaliser. La communauté s'est structurée. Les diasporas, jadis, on nous cataloguait un Afrique comme une des fuites de cerveau. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on voit l'impact des diasporas dans les économies des pays africains par la puissance économique, les transferts d'argent. Nous transférons plus de 100 milliards de dollars chaque année sur le continent. Mais même si cet impact-là, on le voit d'une façon macro, je vais quand même apporter un bémol. Sur les transferts d'argent, c'est très important l'argent qu'on transfère. Mais il faut se rendre compte les 100 milliards, sur les 100 milliards transférés chaque année, légalement, on va dire, puisqu'il y a le formel et l'informel. C'est ça. Sur la partie formelle, il y a 3 pays qui captent plus de 60% de ces 100 milliards. Le Nigeria en premier. L'Égypte, le Nigeria et le Maroc. Et les autres, on se partage un petit peu les restes, les 40% restants. C'est là où on se rend compte que ce montant transféré 100 milliards, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas uniformément réparti sur le continent. Tout à fait. Il y a des diasporas beaucoup plus efficaces que d'autres. Donc, du coup, ça diminue un peu cet effet d'influence sur les PIB. Même si, ça veut dire que si on fait plus, ça peut encore beaucoup plus marcher. Donc, ça, c'est l'un des points qu'il faut relever. Le deuxième point, il faut se rendre compte, il faut se poser quand même la question, est-ce que
ces transferts d'argent ne conditionnent pas nos familles restées sur le pays. Parce que dans les montants transférés, il y a plus de la moitié va aux frais de bourse. Il y a à peine 5% qui va à l'immobilier, 15% qui va en santé. Donc c'est quand même important d'avoir ce regard. Donc aujourd'hui, même sans le vouloir, nous avons conditionné nos familles qui chaque fin de mois attendent que leur diaspora transfère un petit montant pour les permettre de survivre. Et c'est derrière cette idée que nous nous sommes dit, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on structure notre façon d'aider le continent, de transférer cet argent, faire en sorte de venir en aide aux PME. Pourquoi les PME? Parce que partout dans le monde entier, ce sont les PME qui sont pourvoyeurs de plus d'emplois. Et pourvoyeurs de plus d'emplois, de richesse. Ceux qui constituent la richesse, qui font grandir. Donc ces PME, c'est le poumon du développement. Aucune entreprise ne naît multinationale. On commence toujours par PME et après on développe, on évolue. Donc si on veut développer le continent, il faut qu'on trouve des moyens pour structurer l'économie et aider nos PME à se développer. Aujourd'hui, la structuration économique, le financement, le modèle de financement que nous avons hérité sur le continent fait que nos PME sont financées en dette. Mais la plupart des porteurs de projets n'ont pas de garantie. Quand on parle de dette, on parle de garantie. Il faut poser des garanties pour avoir de l'emprunt. La plupart des porteurs de projets n'ont pas de garantie à donner et du coup, ils peuvent pas emprunter de l'argent et ceci les oblige à rester dans l'informel. Et quand on reste dans l'informel, aujourd'hui, près de 60% de notre économie sur le continent est dans l'informel. Parce que le mécanisme de financement ne correspond pas à nos réalités. Donc c'est pour ça que, quelque part, il faut aussi qu'on voit le trait d'union avec les diasporas, c'est là où je voulais en arriver. Est-ce qu'il faut pas qu'on voit un modèle de financement où ce n'est plus de la dette, mais c'est de l'equity. On vient en apport en capital, on rentre dans le capital. Bien sûr, on prend les risques avec le porteur de projet, mais ceci au moins ça a un mérite de permettre à beaucoup plus de PME de se développer et d'évoluer, créer des emplois, créer de la richesse, permettre d'augmenter le niveau de santé, le niveau de consommation et créer la classe moyenne qui tient l'économie. Et c'est cette classe moyenne qui va permettre le développement du continent. Ouais, tout à fait. Combien d'argent dort sur votre compte actuellement? Combien de projets restent en attente faute de financement? À quel point vous payez trop cher vos assurances et vos frais bancaires? Le cabinet Vers Ailleurs est là pour vous avec une mission, c'est faire en sorte que votre argent travaille aussi dur que vous. On a reçu Stéphanie Régnier sur le podcast. Vous l'avez écouté, vous avez vu comment elle est smart. Sa mission, c'est de faire en sorte de transformer votre argent en machine à créer de la valeur. Il faut que votre argent travaille pour vous. Investissement responsable, courtage immobilier, son cabinet maîtrise tous les leviers pour optimiser au maximum et augmenter le rendement de votre argent. Ne laissez plus votre argent dormir, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez absolument. Et en plus, si vous connaissez bien Stéphanie, que vous avez écouté son podcast et que vous avez un peu investigué, vous allez voir qu'elle est déclarée à l'ORIAS, qu'elle est assurée, que tout le cabinet est organisé de manière professionnelle et de manière excellente. On est loin de tous les coachs d'Internet qui s'improvisent conseillers financiers. Là, on est sur quelque chose de extrêmement professionnel. Si ça vous parle, allez sur le site Vers Ailleurs. Vous avez le lien en description du podcast et passez au next step de votre patrimoine. C'est vraiment, quand je parlais avec, je pense, Didier Akouté, que tu connais bien. Tout à fait, Didier, oui. Qui est à la tête du cabinet Afrique Search. Je lui disais, mais qu'est-ce que nous, la diaspora, on peut faire? Il me disait ça, il me dit, tous ceux qui sont ici, qui ont des PME, eh bien, allez les installer en Afrique, allez. Et le sujet du financement, tu l'as bien évoqué, mais on va en parler après avec le fonds, le fonds que vous avez tenté de lancer. Mais avant ça, moi, j'aimerais avoir ton regard sur la diaspora qui s'organise aujourd'hui. Parce que quand tu as dit qu'avant, quand vous étiez 500, on vous regardait bizarrement, et que là, aujourd'hui, on est le... 5 000, 10 000. Tu vois, là, le 11 et 12, il y aura Philippe Simo. Philippe qui fait Back to Africa. Back to Africa, 4000 personnes par jour. C'est clair. Et ça dérange plus personne, quoi. Et puis, il y a eu Business Africa, il y a eu plein d'initiatives. Tout à fait. Vous devez vous dire quand même que on a bien progressé, non? Exact. Quel regard vous posez sur cette nouvelle génération-là? On a bien progressé dans la visibilité. Ok.
Mais dans la structuration, il manque encore de l'efficacité. Nous menons plein d'actions. On est la communauté qui crée le plus nombre d'associations. Et on pêche toujours par la structuration de nos actions. Quand on n'a pas de structuration de nos actions, ça veut dire que l'effet n'est pas impactant. On n'atteint pas l'effet seuil qui fait que on change. C'est-à-dire que on se dit, mais tiens, c'est un gros lobby économique, voilà, on peut donner des instructions et voir comment ça fait changer les choses. Et ça fait de l'impact même sur la façon de faire de la politique, de faire des engagements ou de prendre des décisions qui concernent la diaspora. Je veux dire, aujourd'hui, quand on mène un projet de loi sur l'immigration, on ne demande pas à la diaspora quel est votre avis, quoi. Jamais. On ne nous demande pas parce que... Mais à qui on demande? Mais non, il y a des personnes ici qui aujourd'hui ont des poids économiques ou même ne serait-ce que sociétal. Ils ont un poids sociétal qui fait que quand on pense à certains projets de loi, on demande ne serait-ce que leur avis. Je pense que tant qu'on n'aura pas de structuration, tant qu'on n'aura pas d'efficacité, c'est-à-dire vraiment chasser en meute, comme on dit, on n'y arrivera pas. Mais on est sur la voie. Il faut pas négliger le chemin parcouru. Il faut pas négliger ce qu'on fait. Tu as cité Business Africa, Back to Africa, toutes ces Black Network, Club Elite, ABC, Efficience, toutes ces organisations-là. Et aussi aussi une autre mesure, Mensa, parce que le gros travail que fait Mensa sur l'éveil des consciences, c'est vraiment capital pour dire, ben, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons faire? Où allons-nous? Et comment on peut impacter? Et ça, c'est important. Donc, on est sur la voie. Ça prendra le temps. On a été beaucoup trop formatés pour être des salariés. La jeune génération, et ça, c'est la diaspora première génération. Et là, je prends un petit temps pour parler de cette diaspora qui est divisée en 3 catégories. On a les premières générations. Ceux comme nous, par exemple, qui sont nés en Afrique, qui sont arrivés depuis un petit peu avant les indépendances et qui a eu cette vague de succession jusqu'au fin des années 75-80. Qui était plus, quand tu es bien formé, arrivé au niveau bac, tu viens terminer tes études. Cette première génération-là, qui était formatée pour dire, bon, on forme les élites, ils vont rentrer développer le continent. Ça, c'est l'Afrique centrale, ça, non? Non, même en Afrique. C'est l'Afrique de l'Ouest. Ils sont venus un peu dans un autre contexte, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ils sont venus dans beaucoup plus, plutôt vraiment une immigration salariale où ils ont aidé à développer les industries après la Deuxième Guerre et tout, et qui eux ils sont vraiment plus restés. Mais en Afrique centrale, pas que l'Afrique centrale, parce que même aussi en Côte d'Ivoire, on avait le Bénin aussi, tout à fait, le Togo, il y avait quand même une partie qui était formée et qui rentrait pour développer le continent. Donc ça, c'est la première génération. Maintenant, depuis cette première génération, il y a eu la deuxième et la troisième génération. Ça, je parle en classe d'âge, parce qu'après, il y a aussi la partie en forme plutôt une forme de diaspora. Je reviendrai. En classe d'âge, on a les 3 générations. La deuxième et troisième génération est née dans les pays d'accueil. En 2024, c'est la première fois en France que le nombre d'enfants nés en France de parents immigrés africains est plus nombreux que les immigrés africains qui arrivent. Très important. D'accord. Ça veut dire que ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que ceux qui sont nés dans les pays d'accueil deviennent plus nombreux que ceux qui arrivent chaque année. Alors que ça avait été toujours l'inverse depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Donc ça change énormément de choses dans la façon de comprendre la diaspora, de comprendre les attentes, de répondre à leurs attentes. Les deuxième et troisième générations, eux, ils sont bien là dans les pays d'accueil. Ils se sentent bien légitimes dans les pays d'accueil et ils se sentent aussi légitimes en Afrique. Ils ont le sang africain. Même s'ils connaissent moins bien l'Afrique. Tout à fait. Mais ils revendiquent plus leur africanité même dans les pays d'accueil. La première génération est toujours frileuse. Fait toujours comme si quémandait. Ils ne sont jamais à leur place. Ici, ils sont un peu comme si quémandaient parce que, voilà, c'est pas chez eux. Même s'ils sont naturalisés, ils font toujours comme si quémandaient. La deuxième, troisième génération revendique bien ses droits. Et aujourd'hui, ils ont eu la chance que les parents première génération ont payé les meilleures études à leurs enfants et
ils arrivent sur le marché de l'emploi étant des cadres, gagnent plus que leurs parents. Exactement. Et en plus de gagner plus que leurs parents sont saignés pour acheter ne serait-ce que le logement familial. Donc, ils arrivent sur le marché de l'emploi quand ils ont quand même un bien familial, un patrimoine qui se constitue. Ça change le paradigme. Ça change complètement tout. Ça change complètement la vision. Donc, du coup, eux, aujourd'hui, ils sont là, dans le pays d'accueil, ils se disent, j'ai un peu d'épargne, comment je peux faire? Est-ce que je vais m'installer ici? Ou s'il a commencé à s'installer, qu'est-ce que je peux faire aussi pour le continent? Donc, il faut qu'on trouve exactement, et c'est là où je parlais de structuration, qu'on trouve comment leur parler. Les États africains aujourd'hui n'ont pas encore pu comprendre cela et ne trouvent pas les éléments de langage pour séduire cette diaspora. Et si on séduit pas cette diaspora, ça veut dire que bientôt, quand leurs parents et leurs grands-parents seront en Europe, petit à petit, ils vont couper le pont avec le continent. Et on va les perdre. Ça va être comme les Français qui, après la Deuxième Guerre, disaient, ils sont partis en Amérique du Nord, au Canada, et disaient, j'ai mon cousin en France. Au bout de 2-3 générations, c'est perdu. Donc, il faut rapidement, et ça, c'est notre devoir, de dire à nos gouvernants restant sur le continent, voilà l'évolution des diasporas. Faites attention, si on ne trouve pas la meilleure façon de faire en sorte que cette diaspora qui a une expertise, qui a des moyens financiers, qui garde le cordon ombilical avec le continent, on va les perdre au bout de certains temps. Maintenant, je reviens, ça c'est les classes d'âge. Maintenant, sur l'autre forme de classification, les diasporas, on a la diaspora immigrés qui étaient venus pour travailler. Nous avons l'école blanche qui était venue pour aller à l'école. Et on a aussi la vague d'immigrés économiques ou des réfugiés politiques qui sont arrivés ou qui ont traversé la mer et qui ont vécu un enfer pas possible pour arriver en Europe. Cette diaspora, on la voit aussi, chacun est vraiment dans son couloir. Ils ne se mélangent pas. Ceux qui ont suivi un parcours scolaire et professionnel exemplaire sont rentrés dans le moule des grands cadres, bien formés, qui travaillent, gagnent bien leur vie, mais n'arrivent pas à se lancer dans le business. Ils sont formatés salariés. Par contre, ceux qui sont, on appelle les débrouillards, qui sont à Château d'Eau, Château Rouge, qui sont arrivés par des moyens très compliqués, eux, pour survivre, quand ils arrivent, ils restent dans le réseau autour de Château d'Eau, Château Rouge, ce qui les permet d'être au contact du business et d'avoir un petit tâche chaque jour pour pouvoir vivre et tenir. Mais c'est de la débrouillardise ou c'est du commerce de la débrouillardise. Subsistance, quoi. C'est de la débrouillardise de subsistance. Mais on s'est rendu compte que eux, ils sont plus au contact des business, des business de la communauté. Ce qui fait que demain, quand leur situation administrative est régularisée, ils ont déjà fait des petites tontines et c'est eux qui achètent les parts de commerce. Mais malheureusement, ils sont très frileux pour rester connectés, c'est-à-dire avoir un compte bancaire, être traçable, parce qu'ils se disent toujours, ils sont tellement habitués à la clandestinité qu'ils ont peur qu'en mettant tout à la banque, ils vont être tracés. Et du coup, ils peuvent pas utiliser le levier bancaire pour lever plus d'argent. Je mets 1, j'ai 3, pour permettre de développer leur business. Et eux, par contre, ils ont une puissance financière qui est très cachée, dont on ne parle pas assez, par rapport au grand cadre qui est à la défense, qui plafonne à 3 000 € le mois. Et qui dépense 2 800 €. Ça, chaque année, il fait un découvert pour aller en vacances, vivre la grande vie. Mais en fait, si tu lui dis, donne-moi 10 000 € pour qu'on lance un business, il l'aura pas. C'est impossible, tout à Donc, fait. voilà rapidement un peu schématisé, aujourd'hui, tout ce qui se passe au sein de cette diaspora, comment sont les différentes couches. Et il faut qu'on arrive à structurer si on veut avancer. Mais pour structurer, il faut comprendre déjà quelles sont les attentes des uns et des autres et comment ensemble on peut avancer. C'est intéressant. En tout cas, j'avais pas cartographié notre diaspora de cette manière. Ça fait 18 ans qu'on travaille dessus. Il y a eu des moments où on a pris le temps de faire à pied Château d'Eau jusqu'à Château Rouge pour comprendre tous ces business de la diaspora, comment ils s'organisent, comment ils vivent. Si tu veux travailler sur notre communauté, il faut vraiment comprendre ça. C'est capital. Oui, non, tout à fait. C'est incroyable. Tout à fait. Mais quand tu parles de diaspora, j'entends là les gens qui viennent d'arriver. Est-ce que tu as une analyse aussi pour nous les jeunes qui sommes nés ici en termes professionnels, c'est-à-dire Bien toi? sûr. Parce que moi, dans ce que tu décris, je me dis que dans nos jeunes, enfin dans nous autres plutôt, on a ces deux types-là.
on a aussi ceux qui ont réussi, qui ont réussi professionnellement, je veux dire, qui sont insérés professionnellement et qui vont travailler dans des grands groupes et qui font un peu de business aussi. Et puis t'as tous mes gars là qui sont des entrepreneurs du quartier, voilà, tu vois, pas forcément dans l'illicite, hein, mais qui vont se débrouiller, qui vendent des voitures, qui ont plein de business différents. Est-ce que ça aussi c'est une vision que tu arrives à avoir? Tout à fait. On a bien catégorisé cela. Tu es vraiment là dans l'art. Ceux qui sont nés ici, tu as les deux classes. Ok. Ceux qui ont fait les grands groupes, qui sont sortis, qui ont un parcours scolaire exemplaire, et qui sont rentrés, qui retrouvent le premier groupe des diasporas col blanc qui était là. Tout à fait. Par contre, et le message qu'on n'a pas pu leur dire, et dire à ces jeunes nés ici, c'est que la réussite, elle n'est pas que scolaire. On peut avoir une réussite entrepreneuriale exemplaire. C'est-à-dire que, et on n'a pas pu promouvoir ça au sein de ces jeunes. Parce que beaucoup ont des idées. Vraiment, ils ont des projets, des porteurs de projets, mais n'ont pas compris le mécanisme pour pouvoir se développer, se lancer et avancer. Maintenant, ça arrive de plus en plus. Quels sont les mécanismes d'accompagnement qui sont mis sur place? Comment structurer ma boîte? Comment développer? Tiens, on arrive un peu à l'événement qui aura lieu le 25 octobre sur le branding and sell. Comment je développe ma marque? J'ai créé ma petite marque au quartier. Comment je la développe? Et comment je vends mes produits? Aujourd'hui, ça se fait plus comme ça. On va pas sur le marché étaler son produit et vendre. Tout à fait. Il faut digitaliser tout le process et communiquer sur les réseaux sociaux. Ça touche le maximum de personnes. Ça touche énormément de personnes et ça te permet de vendre. Mais pour ça, il faut être structuré, organisé. Donc, bien sûr on a vu ce que l'effet, en fait, dans les deux populations. Et ce qui est dommage, c'est de voir que, cette diaspora deuxième génération qui aussi est passée par la voie scolaire est rentrée toujours dans le moule. Voilà, dans le même type de moule, encore de salariat. Je gagne bien ma vie, salariat. On fait tous la même bêtise. Quand je suis cadre, dès que je m'en suis dit, je fais un emprunt pour acheter mon appartement. Dès que j'achète mon appartement, je me plombe sur 20 ans. C'est-à-dire que 20 ans, tu peux pas avoir une épargne à côté pour faire un investissement. Non. Et on le sait, hein, au bout de 20 ans, tu commences à penser déjà à la retraite. Et voilà. Et tu tombes toujours dans le même panneau. Alors que ceux qui ont pensé tout de suite investissement, tu fais l'effort pour acheter un premier. Et en plus, même, quand tu fais un investissement immobilier, tu te rends compte que tout le monde fait l'emprunt pour acheter sa maison personnelle. Alors que les experts le disent, quand tu veux commencer dans l'IMO, tu achètes un premier logement, tu le mets en location. Les frais de location te permettent d'augmenter ta capacité d'endettement. Tout à fait. Tu achètes un deuxième et un peu, tu fais l'effet levier. Tout à fait. Et c'est quand tu as déjà fait ça peut-être une ou deux fois que après maintenant tu peux acheter ton domicile. Parce que ton domicile, c'est de l'argent qui est mis et tu le perds, en fait. Tu vas jamais gagner. Tu vas jamais. Mais on a toujours le fait de dire, bon, il vaut mieux avoir au moins sa maison ou dormir. C'est ça. Parce qu'au cas où. C'est nos parents, ils nous ont élevés comme ça. Voilà. Moi, toujours, c'est cette culture africaine qui d'abord ta maison, tu sécurises. D'abord ta maison, Parce qu'on est quand même des étrangers. On a toujours un peu ce rapport-là, c'est-à-dire, on est étranger. Je sécurise ma maison. Après, le reste, on va se débrouiller, Tout à fait. Ah, c'est intéressant. Mais où est-ce que tu as eu toutes ces connaissances? Ça veut dire que... C'est le terrain, mon cher. 18 ans de terrain. Je ne fais que ça. Je suis pas financier. Je suis plutôt professionnel de santé. Mais ça fait 18 ans que je travaille sur la diaspora. Tu essaies de comprendre. Mais vous réalisez des études avec le Club Efficience aussi ou... J'ai pas compris. Vous réalisez des études Bien aussi? sûr. Quand on a travaillé sur le fonds d'investissement, on y reviendra. Nous avons fait une enquête auprès de la diaspora pour comprendre justement comment ils se positionnent dans tous ces problèmes d'investissement, ces opportunités d'investissement, que ce soit ici, que ce soit là-bas, quel est leur ressenti, quelles sont les attentes. C'est pour ça que je te disais la deuxième, troisième génération, eux, ils sont moins dans l'humanitaire. Eux, ils sont plutôt dans je fais un business, j'attends un retour sur investissement. Bien sûr. Voilà. Alors que les parents première génération, eux, ils pensent plutôt je dois quelque chose à mon continent, je dois quelque chose à mon pays. Donc si je veux faire un investissement, je vais forcément le faire dans mon pays d'origine et même des fois dans ma région d'origine, parce qu'il doit quelque chose. Et la deuxième, troisième génération, non, eux, ils sont plus panafricanistes que la première génération. Tout à fait. Ils sont capables d'aller vivre dans n'importe quel pays en Afrique. Et ils sont capables de travailler n'importe où. Tout à fait. Mais pourvu que ça rapporte.
C'est ça. C'est tout. Nous, on a la chance parce que je dis toujours, on a grandi avec toutes les ethnies, tu vois. Grandi en quartier, t'as un Congolais, un Camerounais, un Sénégalais, un Malien, et ça te permet d'avoir des ramifications un peu partout. Et sur l'entraide, je me dis toujours que ma crainte, entre guillemets, c'est qu'avec notre génération, la solidarité qui existait de payer les frais de scolarité, payer tout ça, ça va s'arrêter, je pense. Ça va s'arrêter. Je crains que mes enfants ce soit pas leur sujet. Ça devient un peu de l'individualisme. Chacun doit se battre pour lui-même. On perd cette solidarité africaine qui a été transférée par les anciens. Je pense. C'est un petit peu ce côté-là. Pour le pire et le meilleur. Je pense que c'est une bonne chose d'un côté parce que ça poussera certains à se prendre en main. Mais bon, ça. Ben, c'est là où chacun de nous va se faire un petit peu le point. Quelles sont ses attentes dans la vie? Quelles sont ses priorités? Qu'est-ce qu'on se donne comme priorité? Je dis, Elie Kamgue, j'aurais pu, au lieu de passer cet après-midi à tes côtés et rester au cabinet, je me ferais un peu plus, je soignerais bien sûr mes patients, je me ferais un peu plus d'argent. Tout à fait. La finalité est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que dans quelques années, quand je vais partir en retraite, qu'est-ce que je me dirais? Voilà. Tu dois juste regarder ta belle voiture, ta belle maison. Et puis quoi d'autre? Et puis quoi? C'est ça. Voilà. Mais là, justement, ça nous amène, parce que j'aurais bien voulu qu'on parle de ça aussi, du jour 1. Quand tu t'es assis comme ça et tu t'es dit, on va lancer le club Efficience. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas passé comme ça. Figure-toi que j'arrive du Cameroun, de mon Cameroun natal avec un bac scientifique. Je m'inscris en faculté de chirurgie dentaire à Reims. C'est ma ville d'accueil. D'accord. C'est la ville de Champagne. Donc et on a fait les vendanges aussi. Donc on connaît un petit peu ce terrain. Vraiment, donc je m'inscris en faculté de chirurgie dentaire, je sors diplômé, je m'installe en région parisienne. Je commence à exercer et comme tout rêve d'enfant arrivé d'Afrique, tout ce qu'on donnait c'était nos études. Il fallait absolument réussir pour sortir. Les parents sont saignés pour nous payer des études. Il fallait tout faire pour réussir. Donc c'est arrivé. Je soigne, j'ai acheté un cabinet, je commence à soigner. Ça marche. Je me dis, ben voilà, Elie Kamgue, c'est bien. Au bout de 3-4 ans, quelque chose qu'on nous a pas enseigné à l'école, c'est la monotonie. Quand vous exercez en libéral, c'est pas comme en hospitalier. Quand tu es en libéral, tu as une solitude de l'entrepreneur. Tout à fait. Tu es tout seul. Bien sûr, j'ai mes équipes, j'ai le prothésiste, l'assistant et tout. Mais j'arrive au cabinet à 7h30, je dois sortir à 18h30. Tu passes toute une journée dans les 4 murs, et ça, tu dois le faire toute ta carrière. Effectivement. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, ça fait 25 ans que j'exerce, je suis dans les mêmes mètres carrés, il y a 25 ans. Tout à fait. C'est quelque chose qui pèse avec le temps, et on se rend pas compte. Donc, au bout de 5-7 ans, je me dis, mais Elie, tu es arrivé à ce que tu voulais. Tu soignes, tu es heureux, tu as ta famille, tout est bien, tout marche bien. Mais comment tu vas gérer ça? Tu vas rester là-dedans jusqu'à la fin de ta carrière. Jusqu'à la fin. Ça te faisait pas rêver. Ça a commencé à tourner un petit peu dans ma tête. Et un concours de circonstances, un jour, un jeune enfant de 8-9 ans, il arrive au cabinet, sa maman, en partant de la maison, sa maman dit, on va chez le dentiste. Fait le bilan et tout. Ils arrivent au cabinet, les accueille, mon assistant l'accueille, il demande de patienter en salle d'attente. Il patiente, et l'enfant demande à sa maman, mais tu m'as dit que l'on allait chez le dentiste. Sa mère dit, mais oui, le tonton, c'était une amie. Il dit, mais tonton, il est dentiste. L'enfant dit, mais sa mère, mais un dentiste noir. Alors que l'enfant est noir. Et là, je me suis dit, alors là, Elie, il y a un problème. Moi qui suis né dans une famille rurale, à une époque où au Cameroun même, on avait à peine la télévision, je vais dire. J'avais pas de bibliothèque dans mon village. Mais j'ai grandi avec avec cet idéal. En rêvant d'être cadre, en rêvant d'être médecin, en rêvant d'être ingénieur. Je me dis, mais comment un enfant qui est né en France, avec les médias, avec les bibliothèques, tout ce qu'il faut, il n'arrive pas à se projeter qu'un noir puisse être dentiste en France. Donc, il y a un problème. Et c'est là où j'ai eu vraiment le déclic en se disant, mais Elie Kamgue, toi qui pensais que tu es arrivé, ça ne suffit pas. Ça suffit pas de réussir tout seul. Là, il y a un travail à faire. Et rapidement, j'en ai parlé aux amis.
parmi lesquels, bon, bien sûr, les amis de la profession libérale et surtout des médecins. Et on s'est dit, mais il faut que, quand on se retrouve entre parents, qu'on invite nos enfants, les enfants, ne serait-ce que dans ceux, on dit, mais tiens, ton papa, il est quoi? Il est dentiste. C'est ça médecin. Le projet de base. Oui, c'est comme ça. C'était même pas le projet de base. Et quand on fait ça, les enfants se retrouvent entre eux. Donc, on commence à créer ces cercles et on se rend compte que nos enfants n'ont pas ce problème. Ils se projettent facilement. La preuve aujourd'hui, notre fille aînée est dentiste, mais elle n'a jamais vu en ça une difficulté. Elle se projettait naturellement dentiste. Mais c'est là où on s'est dit, mais nos enfants, ils se projettent bien ingénieurs, médecins, sans souci. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a une différence entre les enfants de l'élite qui se projettent facilement et ceux de la base qui ont du mal parce qu'ils ne voient pas des modèles qui sont semblables à eux. Et c'est là où, comme je te le disais, on est dans une société qui se reproduit par mimétisme. Les gens font ce qu'ils voient faire. S'ils ne voient pas, ils ont l'impression que ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'est née Efficience. On s'est dit, mais il faut quand même qu'on puisse mettre en lumière ceux qui ont des parcours pour que nos enfants, les enfants de notre communauté se projettent. Mais comment faire? Et on va pas faire des tontines bus où on se boit pour manger, boire, c'est tout. On s'est dit non, il faut qu'on puisse créer un club, une association qui va montrer des modèles d'examen, des parcours de réussite. Pas des CV, des parcours de réussite. Parcours de réussite, c'est-à-dire, il est parti d'un point A, il a eu des parcours sinueux, il est arrivé à un point B. Donc, ça veut dire que toi, qui es dans un parcours sinueux, tu peux y arriver aussi. Tout à fait. Très important. Quand on a des parcours rectilignes, c'est pas très parlant. Mais il faut montrer des parcours sinueux. Tu as vu, il a eu des difficultés, mais il y est arrivé. Et l'autre, ce projet, il dit, mais je suis semblable à lui, donc je peux y arriver. D'accord. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir des enfants qui arrivent au cabinet disant, ouais, j'aimerais être dentiste comme vous. Donc ça veut dire que même sans le vouloir, tu changes sa vision. Il se dit, mais comment lui il a fait pour être dentiste? Je vais réfléchir, je vais travailler. Et ses parents lui disent, il faut bien travailler à l'école. Donc ça motive. Donc voilà comment est née Efficience. D'accord. Et d'où le premier projet d'Efficience, qui est le Gotha Noir. Ça, c'était le tout premier projet. C'est le premier projet. Après le voyage au Black Caucus, c'était le Gotha Noir pour montrer justement ces parcours de réussite qui est au sein de la communauté pour que nos jeunes puissent avoir des rôles modèles. Ok. D'accord. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu le Gotha Noir? Alors, le Gotha Noir, c'est un annuaire des parcours de réussite des diasporas en Europe. Qui référenciait les parcours de réussite. Et dans chaque parcours, on avait une biographie. Chacun racontait son histoire, d'où il est parti, comment il est arrivé. Donc, quand les jeunes lisaient, ça leur parlait. Et on a fait un travail énorme. On l'a édité en 12 années, dans 6 éditions, puisque c'était une édition tous les 2 ans. D'accord. Et on faisait d'énormes efforts pour mettre des jeunes pousses, mais aussi des confirmés. Et au bout de 2 ans, on voyait si les jeunes pousses confirmés, ils restaient. S'ils ne confirmaient pas, on les retirait, on mettait d'autres. Donc, on a biographié donc les parcours de France, dans toute l'Europe, UK, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg aussi. Donc vraiment c'était un gros travail. Mais là on est en train de repenser le modèle parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'était très élitiste, c'est pas mauvais, mais sauf que quand on a une biographie, un parcours exemplaire, chaque année vous restez dans le Gotha. Puisque votre parcours est exemplaire, N+1, N-1, exemplaire. Donc du coup on s'est dit, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est plutôt choisir un critère qui peut faire en sorte que ça change. Et ce critère, ce sera l'impact. C'est-à-dire, on est en train de partir pour 2026, c'est l'un des projets sur lesquels on travaille pour 2026. On sortira des classements des 100 personnalités de la diaspora qui ont impacté par leurs actions. Et l'impact, ça se juge sur une action. Donc, si vous impactez cette année, c'est pas dit que l'année prochaine, vous allez impacter. Et là, on choisira les 100 meilleurs dans ces différents pays européens. D'accord.
Mais pour les gens qui ne connaissent pas le club Efficience, peut-être qu'il y en a ou qui en ont juste entendu parler, est-ce que tu peux un peu rappeler les faits d'armes? Parce que moi, par exemple, je sais que il y avait une émission, c'était sur Capital ou Zone Interdite? C'est Zone Interdite, hein, quand ils parlaient des Noirs de France. Tout à fait. Et ils ont fait une longue partie du reportage sur vous. Et ça permettait de comprendre un peu l'ampleur du club. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça représentait véritablement? Ce que ça représente d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quand le club est né, comme je vous l'ai expliqué, il fallait présenter des rôles modèles. Et quand on a fait ce projet Gotha Noir, l'idée était de dire, bon, on a des rôles modèles. Maintenant qu'il y a des jeunes qui observent ces rôles modèles, comment aider ces jeunes? Et nous avons mis en place les bourses d'excellence. Okay. Ces bourses d'excellence permettaient de détecter dans nos quartiers des jeunes qui ont des parcours de réussite exemplaires et qui ont réussi les concours pour intégrer les grandes écoles. Ce qu'on appelle en France les écoles d'excellence, HEC, Polytech, ESSEC, toutes ces écoles qui forment l'élite de la République. Okay. Donc on s'est dit, si on veut parce que l'élite de la République est monocolore, monopensée. Donc si on veut changer la façon de penser dans les cabinets ministériels, il faut que les enfants qui viennent d'autres horizons, puissent rentrer en disant, ben voilà notre sensibilité, voilà comment nous pensons. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place cette bourse, parce qu'on s'est rendu compte, beaucoup d'enfants excellents, un parcours excellent, arrivent à réussir ces concours, intègrent les grandes écoles, mais encore vont galérer pour aller travailler au McDo à côté, pour pouvoir acheter ne serait-ce qu'un ordinateur qui coûte 300, 500 euros. Tout à fait. Donc, on s'est dit, mais le club Efficience, nous devons au moins servir à ça. Si on leur donne des modèles pour rêver, il faut qu'on les encourage quand ils ont réussi à pouvoir persister dans cette voie et sortir dans l'excellence. Et c'est comme ça qu'on a mis cette bourse en place qui, en 6 éditions, on a offert plus de 500 bourses des jeunes issus de milieux défavorisés qui ont intégré les grandes écoles. Et on avait le partenariat de Canal+, il faut vraiment insister dessus. On a fait un gros travail avec Canal+, sur cette bourse. Et chaque année, la cérémonie de remise se passait dans les locaux de Canal+, à Boulogne. Ok. C'était vraiment excellent. Ça variait de 500 euros à 5000 euros par enfant. D'accord. Et c'était un bourse de critères, le mérite, bien sûr, et le quotient familial. C'était vraiment se baser sur les enfants issus de milieux défavorisés, comment on peut les encourager à pouvoir intégrer ces grandes écoles. D'accord. Donc, à côté de ça, on a aussi une problématique qui est la nôtre, c'est que on ne se connaît pas assez pour apprendre, pour faire du business ensemble. On se fait pas assez confiance parce qu'on se connaît pas assez. Donc, il fallait aussi à côté que le club Efficient travaille pour faire des événements networking. Dans le networking, on avait les dîners d'affaires, où on a reçu toutes les grandes personnalités de France qui venaient échanger avec nous sur leur vision sur la diaspora ou bien sur le continent africain. Et ceci nous permettait nous aussi, en venant à cet événement, qu'on apprenne à se connaître, puisque chacun venait avec des cartes. Vraiment, c'était du networking. Chacun venait avec ses cartes de visite, et voilà, on échangeait, on apprenait à se connaître, faire du business. À côté de ça, nous avons aussi les matinales, un programme orienté les jeunes entrepreneurs. Parce que en plus d'aider tous ceux qui ont des parcours scolaires exemplaires, on s'est dit justement, comme tu disais tout à l'heure, on a des jeunes qui, dans nos quartiers, n'ont pas eu cette chance d'avoir un parcours scolaire exemplaire. Mais ces jeunes-là ne sont pas des imbéciles, ne sont pas fainéants. Ils ont une idée super. Ils ont peut-être fait l'effort d'utiliser la love money pour créer leur entreprise, mais il leur manque le réseau. C'est qu'on est dans une société de réseau. Il leur manque le réseau pour pouvoir développer, comment je distribue, comment, même si j'ai eu une idée géniale, il me faut le coaching, il faut un coaching du porteur de projet. Comment je change ma façon de parler, ma façon de m'habiller pour m'adapter à celui des grands patrons. Ouvrir tous ces carnets d'adresses. Donc, du coup, on a mis en place le programme des parrainages de ces jeunes. Et chaque année, on avait une dizaine de jeunes chefs d'entreprise. Ils ne devaient pas être à l'étape projet. Il fallait déjà que leur entreprise existe. Et on cherchait des grands patrons qui les coachaient.
Et c'est comme ça qu'on a eu notre sœur qui aujourd'hui a beaucoup explosé, qui avait accepté à l'époque d'être patron, d'être mentor d'une des jeunes, Kelly Massol. Oui, Kelly Massol encore. Kelly, bon, fait un petit coucou à Kelly, qui vraiment déjà à cette époque était déjà vraiment très ouverte sur les projets de la communauté, qui avait accepté pendant 2 années de mentorer 2 de nos jeunes. Et qui a apporté, voilà, tous les conseils, ces conseils aujourd'hui qu'elle a appliqués. On voit son parcours qui est formidable. Donc voilà un petit peu ces projets. Et bon, il faut pas oublier aussi le Gotha, gala. Oui, le gala. Moi, depuis tout à l'heure, tu parles pas du gala, mais c'était un peu votre, ça fait aussi partie de ces changer l'image, les clichés. Oui, tout à fait. Donc le gala, c'était un événement qu'on faisait annuellement pour remise des awards. À tous ces parcours de réussite qu'on a au sein de la communauté. On dit, ben voilà, on a des parcours exemplaires, il est exemplaire dans tel domaine, voilà. Il est parmi ceux qui nous représentent le mieux. D'accord. Et le gala, ça remettait dans les différentes catégories, voilà, et c'était quelque chose d'excellent. Mais la plupart des gens reconnaissent le club que par le gala, le côté festif. Alors gala et le Gotha, c'est les deux éléments qui Gala et Gotha, ouais, c'est vrai, c'est ce qui revient le plus. Les bourses d'excellence, on a eu la chance d'avoir encore ces jeunes qui sont revenus, qui sont aujourd'hui dans les équipes, donc qui ont vraiment fait un retour d'ascenseur en nous remerciant pour tout ce qu'on a fait pour qu'ils puissent aujourd'hui être des grands cadres dans leurs entreprises. Tout à fait. Et franchement, c'est très intéressant. Et les jeunes entrepreneurs qui étaient dans le programme entreprise, aujourd'hui, l'un de ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui, c'est lui qui qui est le chef de projet sur la plateforme Effimarket. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà, tout à fait. D'accord. Ah, en fait, c'était une activité riche. Très, très riche. Et t'es arrivé à gérer ton cabinet en même temps? Comment c'est ça, comme on dit, quand vous êtes leader et chef d'entreprise ou chef d'entreprise, il faut être bien organisé et déléguer énormément. Ouais. Quand vous avez des bonnes équipes, la chance qu'on a eue, que ce soit au cabinet où mon assistante, elle est là depuis le début, depuis 25 ans avec moi, ou bien dans les équipes efficience, on a été toujours bien encadré, une bonne équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Et même si après les équipes ont changé, aujourd'hui, je vois, on a une grosse équipe, que ce soit dans le community management, que ce soit la com, le marketing, voilà, les développeurs dont on a besoin pour la marketplace, voilà, tout ça, c'est vraiment des volontés, des gens qui s'engagent et qui donnent de leur temps pour qu'on puisse accompagner et répondre à cette attente du grand public. C'est merveilleux. Et je pense que beaucoup de gens se posent la question, et moi particulièrement, parce que en fait, c'est une charge qui prend énormément de temps. C'est clair. Et on est toujours en train de courir après le business model. Comment vous avez fait pour trouver le business model du club efficience? D'ailleurs, je sais pas si tu as trouvé. Non, je pense qu'on a, comme je t'ai dit, on analyse beaucoup les réactions de nos communautés de la diaspora. Aujourd'hui, on a toujours gardé le même business model. Efficience, même si on a un statut d'association loi 1901, notre organisation ne demande pas de subvention et on n'en a pas besoin. C'est un choix. C'est un choix, voilà, il faut se positionner comme ça parce que nous estimons que nous devons avoir notre liberté de ton, de penser. Alors même que je pense que la plupart des présidents ont eu ton numéro dans leur téléphone. C'est clair. On a travaillé avec, voilà, même avec l'Élysée quand on travaille sur le fonds d'investissement. Ça, c'est clair. Mais c'est pas le but. Voilà. Tu voulais quand même garder en même temps, si on veut être sérieux, il faut aussi à un moment s'assumer. Soit on reste des éternels enfants, soit on grandit. Tout à fait. Voilà. Nous estimons. Je pense que l'un de nos défauts, et je n'arrête pas de le dire à Efficience, c'est que dans notre communauté, les gens ont des projets et pensent toujours aller demander du financement ailleurs. Que ce soit nos associations, que ce soit même des projets en tant que tels. Tant qu'on n'a pas structuré notre modèle de financement, et c'est aussi valable pour nos États en Afrique. Tant que vous n'avez pas structuré notre modèle de financement intrinsèque, endogène, on aura toujours des difficultés à aller demander aux autres. Aujourd'hui, le cas dont tu parles, c'est efficience. Alors, nous, on n'a pas de modèle. Au début, on avait commencé un petit peu des adhérents. Mais je veux pas contraindre les gens
parce qu'ils ont payé une somme modique. Ah, non, c'est-à-dire que nous devons réfléchir et faire vraiment comme si on faisait de la vente. Aujourd'hui, Efficience doit organiser des événements bankable qui s'autofinancent. Okay. Et ces événements, on fait de la communication comme si on vendait l'événement. Et aujourd'hui, il faut que les entrées ou bien les exposants puissent payer l'événement. Okay. Si on n'arrive pas, c'est que voilà, on ne doit pas être là. À nous de nous inventer pour arriver à trouver le bon modèle. Okay. Et c'est ce qui, je veux dire, le gala nous s'autofinançait, les dîners d'affaires s'autofinançaient. Aujourd'hui, tous les grands salons, les grands événements qu'organise Efficace, puisque là maintenant depuis 2024, c'est complètement orienté entrepreneuriat, et nous organisons que des événements autour de l'entrepreneuriat. C'est à nous de trouver des sujets, de faire en sorte que ça puisse intéresser notre public et que que ce soit des exposants ou des partenaires qui trouvent leur compte là-dedans. Okay. Et ça prendra le temps que ça prendra. Efficience se battra pour maintenir ce modèle de financement. Ok. Même le gala s'autofinance parce que en fait c'est des les gens ne mesurent pas à quel point ça coûte. Ah, c'est un gala. C'est quelque chose. Je commence à voir. Je me rends compte que ça coûte énorme, tu vois. C'est énorme, c'est énorme. Mais bon, c'est pour ça que là, on veut refaire le gala. Mais j'ai dit aux équipes, non, pour l'instant, on n'est pas prêt. Travaillons bien sur le modèle qu'on a mis en place depuis la sortie du Covid, qui est orienté entrepreneuriat. Okay. Et ça va créer suffisamment de buzz à côté, des gens qui vont nous suivre. Et d'ici 2 ans, d'ici 2026, quand on va lancer le nouveau format de Gotha Noir avec les 100 personnalités qui impactent, là, on pourra s'orienter. On dit, tiens, il faut qu'on pense maintenant à faire un gala pour mettre en lumière encore quelques awards. Faut pas, j'entends. Mais par exemple, le Gotha, ça doit coûter en termes d'impression. Comment tu finances ça? Mais le Gotha, ça se vendait. L'ouvrage, se vendait à 60 €. L'ouvrage. D'accord. Donc, et en plus, ça demandait une grosse équipe, puisqu'il fallait des rédacteurs, de biographies, il fallait des maquettistes, il fallait l'impression, il fallait, voilà. Mais tout ça, ça se finance par la vente. Ok. Ah, ça se voit que t'es un bon Bamileke, tu sais comment gérer les choses, parce que franchement, quand je vois tout ça, je me dis, je suis chef d'entreprise, et voilà, quand tu as un cabinet à gérer, faut bien que tu aies cette base. Sinon tu n'y arrives pas. Non, mais en fait, ça a l'air simple pour toi, mais quand tu parles avec beaucoup de gens, là, on a reçu même ici des gens au micro, hein, qui ont des activités un peu comme la tienne, peut-être à un moindre niveau, certes, mais quand même comme la tienne. Et tu vois que c'est des gens qui se sont mis eux-mêmes en difficulté, qui ont pris l'argent des couches, qui ont pris l'argent d'eux pour remettre dans leurs activités, tellement ils y croyaient. Et finalement, ça les met dans des difficultés. Et toi, t'as réussi quand même, on dirait, à bien structurer les choses pour faire en sorte que ça s'autofinance, quoi. C'est clair. Au début, c'est compliqué. Au début de Efficience, on avait commencé par des amis qui étaient vraiment, qui croyaient en la cause, qui ont mis ce qu'il fallait. Qu'on monte déjà, atteint l'effet seuil. Mais une fois que tu atteins l'effet seuil, après, ça va. Bon, même si on ne sort pas de là, le but n'est pas de gagner de l'argent. C'est une association. Mais au moins, qu'on s'autofinance. Tout à fait. Qu'on autofinance nos projets. Parce que quand on arrive à l'autofinancer, regarde, le projet qu'on est en train de porter 2025, c'est EFI-Market. C'est un projet qui nous coûte en développement, qui nous coûte en com, qui nous coûte en marketing. Mais on se donne un certain nombre de temps pour pouvoir financer, que ça s'autofinance et que ça fonctionne. Ok. Avant EFI-Market, vous aviez Efficience Africa Fund, c'est ça? Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet? C'est le dernier projet de la vague avant Covid. Covid. Donc alors, quand nous avons mobilisé les diasporas, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait déjà un bon écosystème et Efficience était déjà ancrée comme vraiment la référence des diasporas en Europe. On s'est dit, mais aujourd'hui, il faut qu'on structure économiquement cette diaspora et l'apport de cette diaspora en se basant sur les 100 milliards qu'on transfère sur le continent. Comment nous pouvons faire pour venir en aide aux PME? Et c'est là où on s'est dit, on peut pas créer une banque. Une banque, c'est très lourd en termes d'immobilier, en termes de salariés, en termes de dépôt de garantie qu'il faut déposer auprès des banques. Donc, du coup, on s'est dit, créons un fonds d'investissement avec un modèle novateur, c'est-à-dire que notre objectif, on est 7 millions de diasporas en Europe. Et notre objectif, c'était de convaincre 100 000 personnes à mettre chacun 50 € par mois sur 12 mois. Ça fait 60 millions d'euros.
Si on lève 60 millions d'euros, on peut accompagner une PME sur le continent a besoin de 50 000 euros de fonds roulement. Donc, on peut accompagner près de 10 000 PME. Sans problème. Et près de 1000 PME, pardon. Près de 1000 PME. Ces PME, une PME en Afrique a à peu près 10 salariés. Et un salarié en Afrique nourrit 10 membres de la famille. Ouais. Donc, tu fais l'effet de levier, c'est incroyable ce que ça peut apporter. Donc, c'est dit, à partir de 50 euros d'économie, d'épargne que nous mettons, voilà l'effet. On peut nourrir 100 000 personnes par an sur le continent. 50 millions, 60 millions d'euros. Nous avons 54 pays. Donc, ça veut dire que dans chacun de nos pays, nous pouvons accompagner une vingtaine de PME. C'est énorme. Si on met ça en place, cette dynamique, créer cette réussite, cette dynamique collective, faire en sorte qu'on aura une certaine fierté de diaspora et on nous appellera plus les diasporiens. On aura vraiment, non seulement on aura parlé, mais on aura fait aussi des choses. D'accord. C'est comme ça, partant de ce constat, qu'on s'est dit, et surtout l'investissement en capital, comme je te disais tout à l'heure, et on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on structure. Je te passe toutes les démarches. On est allé à l'AMF. Parce qu'on fait appel public à l'épargne. Ouais. En France, c'est très réglementé parce qu'on a peur que les petits filous puissent escroquer les investisseurs qui s'y connaissent pas. Donc, c'est structuré, c'est qui est normal. Donc, c'est assez structuré pour protéger l'épargnant. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Tout à fait. Le policier de la finance. De la finance. Donc, on est allé à l'AMF demander qu'est-ce qu'il faut faire. Ils nous ont donné, il faut un dépositaire qui est agréé à l'AMF, une banque qui accepte, où vous allez déposer les fonds. Il faut savoir qu'aucune banque africaine n'est dépositaire en France. Il faut un PSI, un prestataire de services d'investissement. C'est eux qui vont faire toute la traçabilité des différents fonds qui vont rentrer dans le compte et qui vont vraiment faire tout le KYC. Voilà, qui a derrière. Et ensuite, il faut une société de gestion qui est agréée à AMF. Cette société de gestion qui doit maîtriser les PME sur le continent. C'est eux qui vont sourcer les projets et investir et suivre au bout de 8 ans, demander aux porteurs de projets de racheter nos parts, on sort du modèle, on sort de l'entreprise et on redistribue les dividendes à tous ceux qui nous ont fait confiance. Voilà un petit peu le schéma du projet. Donc quand on fait ça, on fait tout le travail. Je te passe les difficultés. J'en profite pour faire un clin d'œil à notre frère Pascal Arboibor, le big boss du cabinet Assafo & Co. Parce que quand ce projet est arrivé, je suis allé voir Pascal, je lui ai dit, il faut que tu nous aides. Il fallait mettre des avocats pour nous accompagner dans la structuration d'un fonds qui n'existe nulle part. Donc il n'y avait pas de modèle. Et il nous a mis des avocats qui nous ont accompagnés pendant 2 ans pro bono. Et je te dis, c'était un travail énorme. On a été auditionné à l'Élysée, voilà, par rapport à ce projet, voilà, tout le monde était d'accord, on avait vraiment bien balisé le truc. Et on envisageait se lancer. Décembre 2019, le Covid arrive. Ça bloque tout. On sort du Covid, 2021, on veut relancer. La Société Générale se désengage de l'Afrique. Et ne veut plus être dépositaire. Qui était votre partenaire? Qui était la banque qui devait déposer. Et sans la banque, vous ne pouvez pas avoir déposé le dossier à l'AMF. Donc, impossible de déposer le dossier à l'AMF, impossible de trouver une autre banque qui accepte. Pour les banques, les 60 millions de dollars ou d'euros, c'est très peu par rapport à la charge administrative qu'il faut pour le suivi. Ça veut dire que le forfait qu'ils vont vous prendre est trop peu pour pouvoir vraiment faire tourner les équipes en interne. Alors que pour nous, on pensait que 60 millions, c'était beaucoup. Mais pour les banques, ils ont l'habitude de gérer des fonds avec des milliards. Donc pour eux, gérer un petit fonds comme ça, c'était trop de travail pour ce que ça devait apporter. Et le deuxième point qui a été compliqué pour le fonds, c'est que quand on commençait le projet, les livrets d'épargne populaire en France étaient autour de 0,5. Et les fonds qui accompagnent les PME en Afrique, ce sont des fonds qui ont beaucoup de charges. Parce qu'il y a non seulement le sourcing, l'accompagnement, avec tous les 3 partenaires réglementaires que l'AMF nous oblige, ça veut dire qu'il y a une certaine charge due à ça qui greffe la rentabilité du fonds. Au lieu d'avoir une rentabilité à 2 chiffres, on devait avoir une rentabilité autour de 2-3%. Mais on avait pu convaincre la diaspora de dire, ben voilà, montons un fonds éthique.
Donc les gens venaient dans le fond, pas seulement pour la rentabilité, mais parce que ils voulaient changer la vision sur le continent. En disant, on apporte notre concours pour qu'il y ait du développement, voilà, un investissement éthique. Donc la diaspora avait bien compris. Mais quand on sort du Covid, le livret d'épargne augmente de 0,5 à 3%. Donc du coup, ça a cassé complètement notre modèle économique. Sans rien faire, vous laissez vos 500 euros dans le livret d'épargne, ça vous ramenait 3%. Si vous l'investissez dans le fonds efficience, ça vous ramenait 2%, donc vous perdez 1% par rapport. Donc du coup, ça est complet. Et en plus de ça, la Société Générale qui se désengage de l'Afrique ne veut plus être dépositaire du fonds. Donc on était complètement à plat. Et du coup, maintenant, on travaille, on réfléchit, voir comment, parce que il y a trop d'obligations réglementaires en Europe par rapport à des fonds comme ça, voir comment un projet comme ça peut être porté à la diaspora, aussi, surtout, par les pays africains qui, c'est eux les bénéficiaires de ce fonds. Donc aujourd'hui, nous avons des entretiens, des échanges avec les pays africains où on demande, si vous structurez ces fonds, ce fonds diaspora dans vos pays, faire en sorte que ce soit pas un fonds logé dans un seul pays, que ce soit un fonds qui groupe au moins au départ la zone UMOA et la zone CEMAC, et que ce soit eux qui lèvent les frais réglementaires, puisque ce sont les États quand même qui les mettent. Bien sûr. Ils ont intérêt que cet argent arrive, donc c'est à eux aussi de lever ces fonds. Une fois qu'ils ont structuré, nous, à ce moment-là, on peut mobiliser les organisations des diasporas pour dire, voilà ce que nous pouvons faire pour aider le développement dans nos différents pays. Et c'est là où, aujourd'hui, on travaille encore là-dessus. Et quand je parle avec Stanislas Zézé, lui, il dit toujours que la diaspora doit investir dans les obligations d'État. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Mais investir dans les obligations d'État, nous, on voulait quelque chose qui doit être palpable auprès du grand public. Et dans l'une de nos orientations, on se disait aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ont des projets vers le continent, qui veulent créer, par exemple, soit une succursale de leur société qui marche déjà bien ici, ou qui veut monter un projet dans le pays. Et ces types de projets rentraient dans le fonds. C'est-à-dire que quand vous êtes diaspora, vous avez une double peine. Quand vous voulez emprunter ici pour aller investir en Afrique, on vous dit, on n'a pas de visibilité sur votre projet. Et quand vous allez en Afrique, on a visité sur votre projet, mais pas sur votre compte bancaire. Bien sûr. Donc, du coup, on est tout le temps ballotté et il y a personne pour répondre à cette attente. Et nous, on se disait, mais à ce moment-là, un fonds d'investissement diaspora, on connaît un petit peu la diaspora qui est basée ici. Donc, un fonds comme ça pourrait accompagner aussi des projets des diasporas qui souhaitent aller sur le continent. Et ça devrait vraiment répondre à ça. Si on va encore se mettre dans les obligations d'État, bien sûr que ça va nous rapporter, c'est assez clair, c'est sûr, c'est même sécurisé, mais le seul inconvénient, c'est que, vous savez bien, tout est politisé au niveau de la diaspora. La diaspora se méfie énormément de tout ce qui est étatique. Donc, il faut absolument connaître les PME, connaître les PME, c'est beaucoup plus facile. Et nous, on était plus en même de porter cette dynamique-là pour aller vers le privé que vers nos États. Et parce que moi quand j'entends le club efficience, en fait en termes de lobbying, je crois que vous êtes au top, quoi. Vous parlez avec les dirigeants de partout. Pourquoi ne pas demander obtenir, ou plutôt non, quelle est la relation que les chefs d'État ont avec leur diaspora? Parce que pour moi, il y a une défiance tout à fait. de ceux qui viennent de l'étranger, parce qu'ils considèrent que bien souvent les opposants sont dans la diaspora, et que finalement, quand on vient, on n'est pas ce qu'on pense être. Comment est-ce que vous avez fait un travail sur ça pour faire en sorte que la diaspora, les pays d'accueil facilitent le travail de la diaspora, comme on peut voir le Rwanda a fait avec des fonds spécialisés pour la diaspora? J'ai étudié aussi récemment le Nigeria, le Ghana, même l'Éthiopie. L'Éthiopie aussi, je savais pas pour l'Éthiopie. Donc ils font des choses. Le barrage d'Éthiopie, ils ont financé avec des diaspora bonds aussi. Tu vois, voilà. Comment est-ce que ça avance? Aujourd'hui, sur le continent, on a deux types d'attitudes de nos pays. On a des pays qui ont eu beaucoup de problèmes à l'indépendance, qui ont une méfiance avec leur diaspora. Vraiment. Et du coup, c'est parti de cette période-là où la diaspora est toujours considérée, vous êtes parti, on vous facilite pas les choses. Ces pays-là, jusqu'aujourd'hui,
comme certains, hein, où il n'y a pas de double nationalité, il y a pas, voilà, de double nationalité. Bien placé pour en parler. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas de double nationalité, où il y a beaucoup de méfiance dès que vous avez une nationalité extérieure autre. Ouais. Et il y a d'autres pays où la phase d'indépendance s'est très bien passée, où ils ont de bons rapports, où aujourd'hui on a des ministres chargés de la diaspora, ou ou même des diasporas qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on a vraiment deux attitudes complètement différentes. Mais ce qui les unit tous, c'est qu'ils voient le poids des transferts d'argent dans les pays, au niveau des PIB. Tout à fait. Donc, du coup, chacun regarde en disant, mais même si je ne parle pas beaucoup à ma diaspora, aujourd'hui, je vois le poids. Mais l'inconvénient qu'on a de les deux types de pays, ils ne trouvent pas les bons éléments de langage pour s'adresser à leur diaspora. Ils sont toujours dans l'idée que c'est la diaspora première génération. C'est-à-dire de dire, ben, il faut que vous rentrez au pays, tout le monde ne rentrera pas. Ouais. Hein, ça c'est clair. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Tout le monde ne rentrera pas. Et il suffit pas de rentrer pour faire de belles choses pour son pays ou son continent. J'estime que ce que toi et moi nous faisons ici est quelque chose de très bien pour le continent. Tout à fait. Donc on peut aussi bien aider le continent en étant à l'étranger. Et de trois, pour mieux aider le continent, il faut être fort là où on est. Il faut gagner en expertise. La diaspora doit gagner en expertise. Nous devons transférer trois choses. Transfert d'argent, bien sûr, on le fait déjà. Transfert des services. Nous sommes les mêmes à connaître les codes de ces deux continents. Nous savons exactement quel type de service on peut l'adapter chez nous. Donc, il faut absolument que tous ces jeunes qui sont dans la tech, qui puissent transférer ces services sur le continent. On peut l'adapter facilement avec ce que les jeunes font énormément sur le continent. On peut trouver une forme de symbiose qui puisse aider. Et dernier point, le transfert des cerveaux, les RH. Je vais quand même dire un point là-dessus. Le transfert des RH. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises sur le continent qui ont du mal à recruter des compétences. Mais comment nouer un dialogue entre nos patronats, le patronat de nos entreprises et les diasporas. Des fois, on a des entreprises qui cherchent des compétences qu'on a au sein de la diaspora. Mais comment trouver ces compétences, où se trouvent et comment leur parler? Tout à fait. Donc, il y a un problème de comment cartographier ces compétences, qui fait quoi et où. Comment cartographier ces compétences et pouvoir les mettre en lien. Deuxième point, toujours concernant ces compétences, nous avons aujourd'hui, dans les diasporas, la chance des aînés qui soit sont proches de la retraite ou sont en retraite. Mais qui va en retraite n'est pas un idiot. Au contraire. Il a travaillé dans des grandes boîtes ici à la Défense. Et aujourd'hui, ceux-là, quand ils partent en retraite, ils ont encore beaucoup d'expertise à donner. Et ils ont la chance que, même l'avantage que, ils ne sont pas dans une demande financière. Ils sont même prêts à donner de leur expertise gratuitement, à condition qu'on leur paye juste le transport et trouver un bon logement. Ils sont prêts à aller donner leurs compétences, mais comment cartographier qui va en retraite, qui a une compétence à donner et dans quoi. Et ça, c'est ce que nos organisations de la société civile auprès des diasporas doivent pouvoir faire. Cartographier qui fait quoi et il est où. C'est tout. Et une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on peut matcher avec nos États en disant, ben voilà, nous avons soit des compétences, tu as des salariés qui peuvent prendre un mois de disponibilité pour aller offrir son service. L'autre problème qu'on a dans nos États, quand ils viennent, ils veulent parler à la diaspora, ils ne parlent qu'à la diaspora originaire de leur pays. Mais je pense que quand on regarde toutes les compétences européennes qui travaillent en Afrique, ils ne sont pas originaires de nos pays d'Afrique. Pourquoi est-ce que quand un pays cherche une compétence, il cherche toujours la compétence qui est originaire de ce pays? Pourquoi il ne peut pas dire je cherche un membre de la diaspora qui a une compétence, qui soit de n'importe quel pays en Afrique, il peut venir nous apporter cette compétence. On est encore trop focalisé sur je cherche une compétence, mais il faut qu'il soit d'origine de mon pays. Non. Et ça, c'est encore des blocages qui sont au niveau de nos gouvernants. Il faut qu'on arrive à travailler. Ils veulent une compétence. On a comme je vous ai dit, la deuxième et troisième génération qui a ces compétences est panafricaine. Mais oui, ils peuvent aller travailler n'importe où et vous apporter ces compétences. Pourquoi vous voulez que ce soit quelqu'un qui soit originaire de chez vous? C'est vrai. Tu peux trouver un Sénégalais qui peut travailler en RDC, un Camerounais qui peut travailler au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, les gens se déplacent, investissent dans tous ces pays sans forcément être originaires. Donc voilà là où
il y a des points de blocage sur lesquels on peut travailler. Mais ça, tu t'en parles avec les dirigeants? Mais bien sûr, on en parle. Et tu sens qu'il y a pas de... Ils sont préoccupés aujourd'hui par tout ce problème sécuritaire en Afrique. Et franchement, le fait, on a une génération de présidents qui est en train de changer en Afrique. Ceux qui arrivent comprendront beaucoup plus que ceux qui sont partis. Ouais. Ça, tu sens, par exemple, sûr. parce qu'on a les... Par la force des choses. Oui, ne serait-ce que les Sénégalais sont jeunes, tu vois, mais les Sonko et Joe Maifai. Tu as eu des échanges quand même ou pas encore? On échange quand même avec les équipes. D'accord. On échange. Donc, mais comme je t'ai dit, l'autre problème qu'ils ont, c'est de dire, ben oui, mais si on vient en diaspora, on rencontre qui? Quelle organisation? Qui fait quoi? Ouais. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de structuration, c'est ce que je disais. Tout à fait. Donc, il faut que de ce côté-là, que nous aussi, les organisations de la diaspora, une fois qu'on s'assied, qu'on structure. J'ai demandé aux diplomates africains qui sont à Paris, mais pourquoi vous ne structurez pas? Pourquoi toutes nos diplomaties ici sont politisées? Vous êtes là, une ambassade, c'est pour faire du business. Oui, c'est vrai. Il y a des conseils économiques qui sont là pour ça, bien sûr. Les ambassades, je veux dire, quand vous allez en Afrique voir l'ambassade de France, vous cherchez pas à voir s'il est pro-Macron ou pas. Non. Il est là pour représenter le business de la France. Un point, c'est tout. Oui. Mais pourquoi nos ambassades arrivées en Europe, ils sont complètement politisés? C'est vrai. Au lieu de dire, ben, nous sommes là pour défendre le business de notre pays et nos diasporas qui sont ici. Dans ce sens-là, pourquoi ne pas alors faire un état de lieu de nos diplomates qui disent, bon, comment on peut mieux défendre nos diasporas ici? Quand on porte un projet de loi sur l'immigration, pourquoi nos ambassades qui sont ici ne disent pas non, nous on n'est pas d'accord, ça va pas dans notre sens, pourquoi? Non, ils sont faibles. Ils ont une réunion, hein. Ils ont une réunion mensuelle à Paris. Ok. Ils se retrouvent tous. Tous les diplomates. Tous nos diplomates africains. Ok. Agréés à s'aimanter en France. Ils se retrouvent. Ok. Mais plutôt pour parler, des lobbying ou bien des actions politiques. Et c'est là où, nous aussi, nous devons dire, ben, travaillons, réfléchissons, comment, au-delà de l'orientation politique, comment on peut vraiment défendre plutôt une orientation économique et sociétale. Sociétale dans le sens de comment, nous tous les diplomates, on peut se réunir et dire, ben, comment défendre nos diasporas dans les pays d'accueil. Ouais. Sinon, on sera pas fort. Ils se sentent faibles, je pense. Ils sont faibles. Ils se sentent, je dirais pas que... Ils sont pas organisés. Ouais, en tout cas, et quand on n'est pas organisé, on se sent faible. Mais ce que j'entends, c'est que toi, t'as ton désir, faire en sorte que la diaspora s'organise nous-mêmes. Mais... Si on n'est pas, on est dans une société où les lobbies sont organisés, structurés. Ouais. Quand on vient en désordre, vous n'avez pas d'impact. On n'a pas peur de vous. Ok. Voilà. Et le lobbying, c'est un rapport de force. On va en reparler de ça, je pense. C'est clair. Et si tu devais reparler encore, avant qu'on passe à FI Market, du fonds, si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu referais? Je le referais en Afrique, c'est ce que je suis en train de te dire. Ah, ok. L'idéal, c'est que ce soit les pays africains. Je leur ai dit. Les pays africains ont tout intérêt. C'est eux qui bénéficient de ce transfert. Oui. Donc, c'est à eux de dire, bon, comment on structure un réceptacle pour accueillir ce fonds? Et quand je dis structurer, ça veut pas dire que c'est eux. C'est pas eux qui dirigent le fonds. Il faut qu'on ait l'équipe de gestion, mais c'est juste sur le plan réglementaire, puisque cet argent, ça bénéficie à eux. Ouais. Ça vient injecter l'argent dans les PME. Et voilà, donc ils sont plutôt les premiers bénéficiaires. Donc c'est à eux de comprendre les enjeux et de structurer pour que cet argent arrive massivement. Non, et légalement. Et légalement. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, avec les tout ce qui est Bitcoin et autres, on a des facilités de pouvoir transférer et convertir des monnaies sans toutefois avoir ces problèmes de convertibilité qu'on avait avant. Ah, c'est intéressant. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, il y a une piste dessus, mais parce que si toi et moi on y va, ils vont voir comme si Black Nero et Efficience ont un intérêt à ce que ça soit. Non, c'est de leur intérêt. C'est à eux de structurer. Et nous, on apportera notre aide pour dire, ben voilà, on crée la dynamique auprès de la diaspora en disant, ben voilà, on a un regard. Il faut que vous soyez, la diaspora soit dans le bord de ce fonds pour bien regarder dans quel projet. Il faut qu'on investisse dans tous les projets. Et qu'on investit dans tous les pays. Dans tous les pays. Plus on diversifie les pays, les secteurs, mieux c'est. Le fonds est plus sécurisé.
Les investisseurs, de toute façon, vous le diront. Okay. Et si on a une équipe de gestion, au sein de la diaspora, on a des gars qui sont très forts à la City. On a des gars qui sont très forts dans les gestions. Quoi est-ce qu'ils peuvent faire? Nous aider? Non, c'est vrai. Ils peuvent nous aider là-dessus. Quand on repense au fond, les discussions qu'on avait, qu'on réfléchissait, on se disait toujours, est-ce que la structure n'était pas trop lourde, trop rigide pour ce type de fonds? Est-ce qu'il n'y avait pas des formes juridiques qui étaient plus souples à mettre en œuvre, à mettre en place? À ce moment-là, c'est du crowdfunding, ce n'est plus un fonds. Parce que derrière ça, il n'y a pas que le financement. Il y a le fait, comme je te disais, de créer quelque chose qui change le mindset. OK. Pour que ça change le mindset, on peut faire un business angel, 50 000 euros. Oui. On fera, mais ça n'a pas d'impact. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, autant les business angels, on le place, autant, vraiment, si on veut structurer les diasporas dans un fonds vraiment impactant, il faut que ce soit quelque chose niveau étatique. Et panafricain. Vraiment, pour moi, je reste dans ce positionnement. Il faut que ce soit panafricain, que ce soit au-dessus des États. Qu'un État nous dit, bah ouais, n'investissez pas. Mais s'il veut pas qu'on investisse chez lui, on investit ailleurs. Tout de suite. Mais nous, en fait, dans Black Network, on a des fonds. C'est-à-dire, nous-mêmes, Black Network n'a pas de fonds d'investissement. Mais on a des membres qui ont des fonds. 3. Un qui est tourné vers l'Europe et 2 qui sont tournés vers l'Afrique. Et je me dis toujours, mais en fait, plus comme nous, on n'a pas la technique, on n'a pas la compétence, on peut pas les sourcer, on peut pas faire de la gestion. Mais en fait, on devrait prendre toute notre énergie et investir dans ces fonds-là qui existent et qui sont tournés vers l'Afrique. Alors, la petite différence avec ce que toi, tu proposais, c'est que toi, j'ai bien compris que tu étais focus PME. Et nous, les fonds qu'on a, ils sont focus capital risque. Donc, c'est start-up, beaucoup, quoi. Mais ça reste aussi une solution, non? Ça reste une solution. Moi, je pense que, et l'autre différence qui n'est pas moindre, qui est très important. Quand on veut, dans notre idéal, ce fonds-là, c'était pas un fonds de l'élite. On voulait structurer un fonds où même le petit porteur, c'était 50 euros. Parce qu'aujourd'hui, les fonds ne veulent pas gérer des petits porteurs. Non. Ils n'ont pas cette capacité. Si vous mettez pas plus de 5 000 euros, ils vous acceptent pas. C'est pas beaucoup. Voilà, justement. Alors que nous, si efficient fait souvent, on va dire, ah oui, encore efficient, c'est l'élite. C'est vrai que c'est un reproche qu'on vous faisait beaucoup, ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça aujourd'hui qu'on revient avec un projet EFI-Market qui là rassemble la base. Voilà. Donc on se dit, cette élite-là, même si c'est une élite qui se réunit, mais elle pense, c'est un laboratoire qui réfléchit sur les projets de la communauté et comment lever notre communauté. Donc la différence aussi par rapport aux autres fonds existants, c'est aussi au niveau des porteurs. C'est créer un pipeline de porteurs qui sont des petites personnes qui se disent, mais voilà, j'y comprends rien. Et je vais te dire, quand on travaillait sur la communication du fonds, on a fait pas mal de réunions. Mais je vais te dire que ceux qui nous faisaient plus confiance et qui étaient capables de nous donner leurs 500 euros sans poser de questions, c'était plus la base. Tous ceux dont tu parles, pour 500 euros, ils te fatiguaient avec des questions. Alors que le petit porteur qui dit, bon, vraiment, Elie, je n'y comprends rien, mais je te fais confiance. Je te donne mes 500 euros. Mais t'allais parler avec 100 000 personnes comme ça? Oui, mais en utilisant l'outil digital, c'est simple. C'est très facile. C'est beaucoup de travail quand même. Non, aller convaincre 500 000. Parce que pour moi, à ton gala, il y avait au moins 50 millions dans les poches. Tu vois, entre tous les sportifs, les artistes. C'est un autre modèle. Je veux dire, à ce moment-là, je prends 5 personnes, je lève 50 millions. Là, c'est sûr. Voilà. Au gala, en tout cas, tu pouvais. Mais je n'aurais pas cet impact. La diaspora n'aura pas l'impression que c'est un projet collectif. Nous, Africains, on est intéressés par quelque chose que quand on a nos intérêts dedans. Donc, notre idée, c'était de dire, ben voilà, si tu mets tes 50 euros, ça t'intéressera beaucoup plus, tu suivras beaucoup plus. Et comme je te dis, on a des réussites collectives, des réussites individuelles, mais pas de réussites collectives. Et c'est derrière, ça a créé une grande réussite collective où l'élite et la base, les middle, tout le monde y est. Et ça, pour nous, c'était important. Ça, c'était un fonds sociétal, éthique. Si on veut, je veux dire, si on crée un fonds, comme tu dis, qui existe, c'est des fonds qui existent déjà. Pourquoi on crée, donc, autant rentrer? La plupart de ces fonds-là, c'est les startups,
mais aussi, soit c'est des projets d'infrastructure. Aussi, ouais. Mais nous, on veut aider les petits PME. Les petits PME qui portent le tissu économique local. Okay. Donc vraiment, la différence était là. Au niveau des PME, c'est un secteur très risqué, où très peu de gens investissent. Okay. Et au niveau des porteurs, des investisseurs, c'est aller toucher le petit à Sonacotra, les petites personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui se disent, non, vraiment, moi j'y compte, je veux mettre quelque chose, je veux mettre quelque chose de ma peau. C'était vraiment ça, les 2 points. Ok. Non, bah, intéressant. Et donc finalement, maintenant, aujourd'hui, tu arrives avec un nouveau projet, EFI Market. Pas qu'un nouveau projet. Aujourd'hui, on a une vision. Donc, comme je t'ai dit, depuis 2024, on a ouvert une nouvelle page efficience qui est orientée entrepreneuriat. Okay. C'est l'un de nos gros défauts. Tout à l'heure, on a dit, on est un petit peu formaté pour être des salariés. Aujourd'hui, si on veut créer une communauté qui devient riche, c'est qui est suffisamment d'entrepreneurs qui se sentent soutenus, et c'est comme ça que petit à petit on va lever le niveau, même pour trouver des emplois ou ne serait-ce que les stages et les alternances pour nos jeunes. C'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Donc on a mis en place un programme triennal sur 3 ans. 2025, c'est EFI Market. Parce que beaucoup de gens de la diaspora ont des beaux produits, des produits de qualité, ont du mal soit à vendre, soit à développer leur marque, ou trouver vraiment la cible. Et chacun crée son petit site. Ça coûte déjà de l'argent, tu crées ton site, mais tu n'as pas le trafic nécessaire pour exposer ton produit. Donc pourquoi on ne fait pas un marché digital, une place de marché, où chacun vient, ouvre sa boutique, garde son identité, et Efficience a juste le rôle de communiquer énormément pour que les gens viennent dessus, ou bien d'organiser des gros événements où ça permet de parler de la plateforme et aussi de pouvoir exposer, hein, je veux dire, le grand lancement de EFI Market, EFI 2F, hein, avec 2FI-6 market.com, a lieu le 25 octobre à Pullman-Montparnasse. Donc l'idée, c'est de dire, réunissons les producteurs, les créateurs, tout ce monde-là de la diaspora. Et surtout, quelle est la différence par rapport à d'autres marketplaces? Il n'y a pas que les produits qu'on vend sur la marketplace. Il y a ceux de la diaspora qui ont des services. Donc, on va référencer ceux qui ont des produits et ceux qui ont des services. Les ingénieurs, les restaurateurs, tout type de services. Et de dire, on communique. Et comme ça, on voit tous ceux qui ont des services. Et voilà, et les gens peuvent les appeler, peuvent demander leurs services et autres. Donc, notre objectif, c'est de dire, mais dans un premier temps, fédérons toutes les diasporas qui produisent, qui ont des produits à vendre en Europe, et on peut acheter sur cette plateforme et livrer partout en Europe. Premier jour. Mais notre objectif à terme, c'est de dire, mais à partir de 2026, comment un producteur dans nos pays en Afrique peut vendre sur la plateforme et le produit est livré en Europe. Voilà, c'est ça aujourd'hui. On trouve que la diaspora est friand de produits qui viennent de chez nous, achète beaucoup dans les boutiques ethniques, mais comment nous pouvons faire de telle sorte qu'il y ait plus ces intermédiaires-là, que les gens puissent acheter sur la plateforme et qu'on ait une plateforme logistique qui puisse faire la livraison de l'Afrique à ici. C'est ça notre challenge, et les équipes ont déjà un modèle dessus, ils y travaillent. Donc ça, c'est 2025, EFI Market. 2026, nous avons 2 projets. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le Gotha Noir. Il faut qu'on relook. Ça sera plus les CV, l'aliment de CV. Quand vous avez un beau parcours, une belle biographie, chaque année, la même personne se retrouve dans le Gotha Noir. Il quittera pas. Mais on s'est dit, mais comment apporter un peu de nouveau? C'est de dire, ben, on va choisir chaque année, sortir un classement des 100 personnalités de la diaspora qui ont impacté, c'est-à-dire impacté les diasporas dans les pays d'accueil, ou impacté le continent, son pays ou le continent, par des actions qu'on a menées. Et ça, c'est facilement palpable. Qu'est-ce que vous avez mené comme action qui a impacté? Voilà, là, ça nous intéresse, c'est remarquable. Et on peut mettre en lumière ces personnalités-là. Ça, c'est le Gotha. Ensuite, 2026, toujours, nous voulons mettre en place ce qu'on appelle la mission économique des diasporas. C'est quoi la mission économique des diasporas? C'est les voyages d'affaires.
Les voyages d'affaires pour connecter la deuxième et troisième génération avec le continent. Comme je vous ai dit, cette deuxième et troisième génération a un pouvoir d'achat conséquent, sont intéressés pour aller travailler en Afrique ou créer une entreprise ou trouver des partenariats, mais ne connaissent pas assez le continent parce que leurs parents, première génération, sont peut-être partis et sont très méfiants avec le continent et du coup n'ont pas eu l'occasion de ramener très souvent les enfants. Les enfants ont grandi sans connaître le continent. Si oui, peut-être le pays d'origine de leurs parents, mais pas les autres. Et aujourd'hui, il y a un boom économique sur le continent et ces jeunes se disent, mais moi j'ai une expertise ici en pays d'accueil. Qu'est-ce que je peux apporter pour le développement de mon continent? Et comment connaître? Il peut pas faire 54 étapes pour savoir où il va s'établir. Donc on s'est dit, mais si chaque année, toutes les organisations des diasporas, on s'unit, on dit, ben voilà, on fait un voyage d'affaires dans l'une de nos capitales. On s'organise pour que cet événement a lieu quand il y a un gros événement économique dans la capitale où on va aller. Ça nous permet de rencontrer non seulement les ministres des PME, ministres de l'économie, mais aussi le patronat, les chambres de commerce, et que ces diasporas, deuxième, troisième génération, puissent voir les PME locales, voir ce qu'eux ils font déjà. Ils vont rentrer avec beaucoup plus d'idées en se disant, mais tiens, j'ai beaucoup plus aimé tel pays, j'ai aimé je peux aller, j'ai vu un secteur, je connais maintenant les mesures d'accompagnement sur place. Si je viens, quelles sont les difficultés que je peux rencontrer si je veux m'installer dans tel ou tel autre pays. Voilà donc ce qu'on veut faire avec les missions économiques. On aimerait avoir une mission économique par an dans l'une de nos capitales. Le deuxième projet 2026, ça sera le Gotha Noir. Donc les deux projets 2026. Et 2027, troisième année, nous avons fait en février 2025 cette année le forum sur les RIPAT. Oui, je me souviens, j'étais là. Où on avait les ambassadeurs de nos différents pays qui étaient là, les patronats qui étaient aussi invités, qui sont tous venus. Et on s'est dit, c'est quelque chose à renouveler. Parce que lors de cet événement, on a fait venir des diasporas qui sont rentrés, qui étaient installés en Afrique, et qui nous faisaient leur retour d'expérience. Et on a trouvé que c'était édifiant, ça permettait à ceux qui se projettent de pouvoir dire, mais tiens, je peux aller, je peux pas aller, voilà les difficultés, comment, c'est un projet individuel ou un projet familial, donc comment on peut se préparer pour entrer. Donc on s'est dit, mais c'est quelque chose qui peut être bien de le faire tous les 2 ans. Et on s'est dit, bon, pour la prochaine édition qui aura lieu en 2027, qu'est-ce que nous pouvons apporter de nouveau? On s'est dit, aujourd'hui, les diasporas, quand on veut aller dans un pays en Afrique, on n'a pas de lisibilité sur ce que l'État, les gouvernants font pour accompagner les diasporas qui souhaitent venir s'installer. Et pourtant, c'est écrit, hein. Il y a des lois, tout est vraiment structuré. Il y a des organismes dans chaque pays qui s'en occupent. Mais c'est pas lisible. Donc, mais Efficient s'est dit, ben, c'est peut-être à nous d'aller rencontrer les missions économiques de nos ambassades et de prendre les listes exhaustives de tout ce qu'ils font pour l'accompagnement des diasporas qui rentrent et de sortir un ouvrage qui s'appellera le Doing Business Diaspora Pays. Et cet ouvrage, je suis en train de booster les équipes. Il faut que cet ouvrage soit prêt pour 2027 pour que lors du prochain forum RIPAT, que chacun puisse acheter cet ouvrage en se disant je veux aller dans tel pays, voilà ce qui est prêt, voilà dans quel bureau je peux contacter, tel numéro de téléphone peut m'accompagner, voilà ce qui est prêt. Et aussi cet ouvrage aura quelque chose d'important, de pouvoir booster nos pays. C'est-à-dire, chaque 2 ans, si on sort l'ouvrage, qu'est-ce que vous avez fait de mieux il y a 2 ans pour pouvoir accompagner votre diaspora? Quelle est l'évolution? Il faut aussi que ce soit lisible. Tout à fait. Donc voilà un petit peu toutes les actions économiques. Je reviens un peu sur l'action 2026, sur la mission économique. Un point important sur la mission économique, nous souhaitons, lors des missions économiques, qu'on puisse avoir des référents pays. D'accord. Les référents pays, c'est très important parce que Tanguy, toi, tu veux aller à Dakar, il faut qu'on puisse te recommander quelqu'un qui va pouvoir t'accueillir à Dakar et te dire, ben voilà, si tu veux faire tel business, si tu veux rencontrer tel contact, voilà. Donc, il faut qu'on ait des référents pays et ce sont ces référents pays qui vont nous accompagner pour pouvoir faire du business ou, par exemple, s'implanter facilement dans nos différents pays. Non, je vois. Donc, voilà un peu comment on se projette sur les 3 ans à venir. Le programme est chargé.
Très chargé comme toujours. Et tous les 4 mois, bien sûr, on travaille sur un gros événement. Et lors de ces gros événements, on met en lumière dans tous ces projets efficience de Dorian. Et sortant du 25 octobre avec le lancement des Fee Market, on travaille déjà sur le SIAP, le Salon immobilier africain à Paris, qui aura lieu le 28 et 29 mars 2026. Mais ça, c'est pas un événement Club Efficience, ça. C'est vous qui avez créé? C'est nous qui créons le SIAP. Mais ça n'existe pas déjà, ça? Non, le SIAP, c'est nous. Ce sera la première édition. Ok. Donc, l'idée, c'est de faire venir tous les États, tous les promoteurs de nos différents pays. Il faut qu'ils puissent dire à la diaspora, voilà, les rassurer, voilà, toutes les informations concernant l'investissement immobilier. Mais le lobbying dans tout ça, t'as abandonné? L'argent n'aime pas le bruit. Hein? Le bruit, on n'en parle pas, mon cher. T'as dit quoi? L'argent n'aime pas le bruit? Non, ça veut dire que tu fais du lobbying sans avoir à communiquer dessus, quoi. C'est ça que je veux dire. On est la seule communauté qui exposons tout ce qu'on fait. Ah ouais? Oui. On n'a pas forcément besoin. Ah. D'accord. Donc tu continues. C'est pas... Ah, mais bien sûr. Non, parce que... toute cette expertise-là qu'on accumule et tout le travail aussi qu'on fait avec Mansa sur le terrain en Afrique, ça contribue un peu à ça. Oui, c'est vrai que... Il faut que ça nous... on n'a pas parlé de Mansa, c'est vrai. On fera une autre émission sur Mansa. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on travaille, voir comment on va créer tous ces contacts pour vraiment faire le lien entre la diaspora et le continent. Et bien aussi, dans les pays d'accueil, je t'ai dit, pour mieux aider le continent, il faut qu'on soit déjà fort là où on est. Non, tout à fait. Ça, nous, c'est une de nos grandes convictions. Même, je parlais avec Philippe, là, dans son événement, il disait que c'est le thème de ça, quoi. C'est clair. Parce que, effectivement, si t'es KO ici, bon, tu vas, comment tu vas aller là-bas? Tu vas servir à quoi là-bas? Tu sers à rien. Tu n'as pas d'expertise. Qu'est-ce que tu vas apporter? C'est ça, ni expertise, ni argent. Et aussi dans la structuration, et c'est ce que toi et moi on a commencé, il faut qu'on crée des synergies projets. C'est-à-dire que chaque organisation garde son identité et on travaille sur des projets. Donc, il y a des projets Bladner où tu me dis, écoute, Elie, là, il faut qu'on travaille dessus. Il y a des projets efficients où je t'ai dit, écoute, Tanguy, il faut qu'on travaille dessus. Et là, on travaille et on croise nos réseaux. Et ça ne peut que réussir. Mais toi, tu penses pas qu'il faut structurer une force diasporique, même un peu, une force de lobbying diasporique, mais officielle, tu vois? Comme, officieuse. Toi, penses qu'il faut que l'affaire officieuse? Oh oui, oui. Ok. Sinon, ça crée trop de sollicitude. Bon, bref, on est toujours, c'est l'un de nos inconvénients. Il faut qu'on travaille un peu. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, oui, parce que on y réfléchit beaucoup et... Oui, mais, comme je t'ai dit, on rencontre les ambassades, tout ce monde-là. On n'a pas forcément besoin de crier sur les toits. Mais nos difficultés, on les connaît. Retrouvons-nous, travaillons. Ok. Et on porte là où il faut porter. Okay. On n'a pas besoin de faire tout un tapage là-dessus, non. Je pense pas. Ça ne nous aide pas, en tout cas. Ouais. Ça peut ne pas nous aider. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça nous aide. Mais je me dis peut-être que, tu vois, les personnes qui ont besoin de ça et qui pourraient même nous soutenir, s'ils savent pas qu'on fait ça et qu'ils se disent, non, on va les rencontrer. On accompagne. Non, ils savent. Ils sont tu pas penses bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent. Ouais. Non, les gens savent forcément, et comme je le disais à plein d'autres, aujourd'hui, quand tu veux savoir les organisations de la diaspora qui sont référents, qui sont bien ancrées. Bien sûr. Et une organisation qui se crée, il faut attendre 3 ans. Si tu dépasses le cap des 3 ans, c'est que tu tiens. Ok. C'est tout. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est aussi, c'est comme une entreprise, hein. Il faut attendre 3 ans. Non, c'est vrai. Quand tu crées une entreprise, tu dépasses le cap de 3 ans, dis donc là, là, il peut tenir. Voilà. Les organisations, c'est pareil. Il faut attendre 3 ans et voilà. Et l'autre piège des organisations, c'est quand le porteur de projet change. Ouais. C'est ce cap-là aussi qui a. Oui. Et tu vois, c'est compliqué aussi, monsieur Efficience. Et j'y travaille. Oui, c'est ça. Je mets en place toute la nouvelle équipe pour justement basculer. Mais s'il n'y a pas de projet bankable, si Elie Kamge n'est pas là, Efficience aura un peu de mal. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, il y a tous ces jeunes que tu connais au sein de l'équipe et on travaille pour qu'il y ait des projets bankable. Okay. Si les projets sont bankable, ils tiendront. Au-delà de moi, ça tiendra. Pour toi, c'est un projet, c'est pas un système qui va faire que ça tienne. Non, c'est pas un système, non, c'est les projets, c'est le financement. Ah oui, tu as tout le monde très engagé, bonne volonté, mais au moment où on va dire, bon, on va faire tel événement ou on va faire tel projet, qui finance? On n'a pas de subvention, qui finance? Ouais. Voilà. Alors que là, si on travaille aujourd'hui, j'ai dit à toute la communauté africaine, appropriez-vous Fee Market. C'est votre marketplace qui vous permet de générer du business
et de générer de l'argent pour vous-même. C'est tellement simple. Non, c'est vrai. Pourquoi on comprend pas ça? Mais c'est pas très cher. Tu m'avais dit, j'ai entendu les prix, je me suis dit, oh. Non, pour Effimarket. Donc, comme je t'ai dit, nos communautés, quand on fait un truc comme ça, ils veulent toujours, ouais, ben, qu'est-ce qui est efficient? Non. L'idée, c'est de dire, approprions-nous cette plateforme, c'est notre outil. Pour valoriser ce que nous faisons. N'attendons pas que quelqu'un vienne de l'extérieur structurer économiquement notre communauté. Non, on est d'accord. C'est aberrant, ça n'a aucun sens. Donc là, on a quelque chose qui nous appartient, qui est pour nous, qui permet de vendre et acheter nos propres produits. Donc on a tout intérêt. Donc on a fait vraiment les choses simplement. Tous ceux qui ont des produits à vendre sur Effimarket, ils ne payent pas d'abonnement. Ils n'ont aucune obligation. Ils ouvrent leur boutique et même nos équipes techniques les accompagnent pour veiller. Parce que beaucoup de nous ne sont pas digitalisés. Maintenant qu'ils ont leurs produits en vente, s'ils ne vendent pas, ils ne payent rien du tout, même pas 1 euro. Par contre, s'ils vendent, sur la vente de chaque produit, on prélève 1%. C'est cette commission qui permet de maintenir la plateforme, payer les équipes qui gèrent. Et ensuite, on a la partie service. Ceux qui ont des services n'ont pas de produits à vendre. C'est-à-dire qu'on voit, c'est juste une vitrine pour permettre d'être connus et on les appelle pour faire des devis ou des trucs à l'extérieur. Ça veut dire que nous, on ne peut pas marger sur quelque chose qui se fait à l'extérieur. Donc, eux, tous ceux qui ont des services, ils payent un abonnement de 10 € par mois. C'est vraiment modique. Ça ne... Bon, pour l'instant, c'est Efficience qui finance, qui supporte vraiment ça. Mais notre objectif, c'est d'avoir 5000 vendeurs. Je veux dire, si on a 5000 vendeurs, le modèle, notre modèle, c'est toujours qu'est-ce qui est adapté à notre communauté. On va pas aller copier les autres qui font du 25% sur les ventes. C'est pas notre modèle. Trouvons le modèle qui est adapté à notre communauté, au nôtre. Et je suis persuadé que ça marchera. Mais ça va marcher. Ben oui. Il faut tout faire pour. Merci encore à toi aussi d'avoir accepté d'intervenir. On est ensemble. D'intervenir le 25 pour... Nous, on a dit que là, la situation économique est très compliquée. Je pense que les entrepreneurs le ressentent. Et c'est dans ces situations-là qu'il faut qu'on soit solidaire, qu'on crée des synergies entre les organisations, qu'on s'entraide véritablement, pas juste par la bouche, quoi, tu vois. Donc, faisons, c'est tout. Non, merci. En tout cas, on remercie Black Network avec grand son soutien. Avec grand plaisir. Et on a fait pareil, on a travaillé énormément avec des autres organisations et nous sommes convaincus, ça mettra le temps. Ça prendra le temps. Mais il faut qu'on y arrive. C'est une obligation. Non, mais on va y arriver. Il faut qu'on structure notre modèle économique et c'est nous de structurer et de pouvoir en vivre. C'est pas aux autres de venir. Quel intérêt ils ont à venir nous structurer? Quel intérêt? En tout cas, s'ils le font, c'est qu'ils ont un bel intérêt financier. C'est un intérêt financier. Voilà. C'est clair. Donc, si vous voulez que ce soit les autres qui viennent encore structurer quelque chose qui nous appartient et qui tire un profit alors que vous aurez pu, vous, en profiter, ce serait dommage. Non, c'est sûr. On est tout à fait d'accord. Tu m'as dit que tu devais bientôt partir, donc je vais poser les questions de la fin. Vas-y. Tu sais que 2050, c'est une année charnière pour l'Afrique. Exact. Comment est-ce que tu vois l'Afrique en 2050, toi? Alors, j'espère que d'ici là, ça aura bien changé. On aura eu cette nouvelle génération, de dirigeants qui vont arriver au pouvoir avec l'outil Internet, la mondialisation, qui ont compris les bases du développement de nos pays. Nos pays ne peuvent pas se développer si on continue à cultiver ce qu'on ne mange pas, à manger ce qu'on ne cultive pas. C'est la base. Tout à fait. Alors, vraiment, la base de tout développement, il faut déjà que tu puisses cultiver ce que tu manges. Deuxièmement, il faut qu'on travaille sur l'import-substitution. L'import-substitution? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éleveur de volaille, le volaille produit en Afrique coûte plus cher que les volailles qui sont importées. Comment on taxe les volailles importées pour permettre au système local de se développer? C'est la base. Tant qu'on ne prend pas ça, notre économie ne marchera pas. Troisièmement, les transformations. On ne peut pas aujourd'hui continuer à exporter tout en brut sans ne serait-ce que la semi-transformation. La transformation sur le continent nous fait gagner en termes d'expertise,
On maîtrise la technique de transformation. En termes d'emploi, les industries créées génèrent de l'emploi, la richesse, le développement. Et en termes de rentrée d'argent. Tant que on va vendre le cacao à, je sais pas, je prends un exemple, à 1 euro et importer le chocolat à 10 euros, c'est celui qui a transformé le chocolat qui a gagné les 9 euros. Toute la valeur. Donc, il faut absolument qu'on apprenne à transformer un certain nombre de choses pour pouvoir le vendre. Vraiment, tout l'avenir de le continent se trouve dans les 3 points que j'ai évoqués. Si on le fait bien, je vous assure, on s'en sortira. Peut-être que les autres n'ont pas intérêt à ce qu'on le fasse. C'est à nous aussi de savoir quel est notre intérêt. 2050, l'Afrique aura plus d'1 milliard d'habitants. Ça veut dire que plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards, pardon. Oui, puisqu'on a déjà 1 milliard plus de 2 milliards d'habitants. Donc, ça veut dire qu'on aura, d'ici 2050, ça fait une trentaine d'années, on va avoir 1 milliard de nouveaux habitants qu'il faudra loger, nourrir, éduquer, vraiment tout. Ça veut dire que si on n'est pas prêt à pouvoir absorber, on aura une jeunesse incroyable, une force incroyable. Contrairement aux autres continents où il y a une décroissance, si on n'arrive pas à bien maîtriser cette force, ça peut se transformer contre nous. Mais ce qui est aussi important, c'est aussi l'évolution au niveau de nos États. Il n'est pas normal que pour aller dans le pays voisin, la Centrafrique, le Gabon, qu'on ait besoin d'un visa. Tant qu'on ne comprend pas qu'administrativement, l'Union européenne, ils ont fait ça, pas pour rien. Non, avec un passeport, tu peux circuler dans toute l'Union européenne. Ça fluidifie les personnes, les biens, les services et tout. Ça, c'est capital pour le développement du continent. On a, dans nos pays, je vais prendre un exemple, un pays voisin qui est en surproduction et l'autre qui en manque. On n'arrive pas à faire en sorte que la surproduction puisse venir combler le manque. Pour partir d'un pays à un autre, il faut passer par un pays européen. C'est-à-dire, il faut prendre l'avion, venir dans un pays européen pour repartir en Afrique. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est incroyable. Je veux dire, il faut pas sortir de grandes écoles pour comprendre que ça, c'est des aberrations. Est-ce que notre vœu aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir des dirigeants qui vont arriver au pouvoir et qui puissent comprendre, c'est vraiment des bases simples de développement. Et ça veut pas dire qu'on se ferme, qu'on est contre les autres. Non, pas du tout. Je veux dire, c'est un réflexe normal de développement. Tant que les gens travaillent et ne peuvent pas vivre de leur travail, mais ils iront chercher ailleurs. C'est un réflexe normal de survie humain. Donc, toute personne devait penser à ça. Donc, et nous, diaspora, on a la chance d'être arrivé dans les pays d'accueil à une période où vous étiez un petit peu dans l'après-guerre, un peu calme, pacifique. N'oublions pas qu'un jour aussi, ça peut changer. Et on ne sera pas forcément bien vu. Donc, si vous pensez qu'il faut dormir sur le riz, non. On a tout intérêt. On a la chance. C'est une chance pour nous d'avoir 2 pays, 2 continents. Développons les 2. On est arrivé, on nous a accueillis dans un pays qui a été développé. Ils ont réfléchi pour développer ce pays. Et toi, qu'est-ce que tu auras fait de ton Afrique? Qu'est-ce que tu auras fait de ton Afrique? Il faut y penser. Il faut le faire en sorte que ce soit développé. Je vais citer un grand homme afro qui disait chaque génération a une mission. Soit tu l'as trahi, soit tu l'assumes. Et voilà, faites partie de ceux qui vont assumer et transformer ce continent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même étant de la diaspora, on peut y participer. Il suffit d'avoir la volonté. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis un certain nombre d'années. Merci. Merci. Tu vois, j'allais te poser la dernière question sur quel message tu veux laisser à la jeunesse, mais je crois que là, tu as tout dit. Oui. Aussi bien ta vision pour 2050 que qu'est-ce que la jeunesse doit faire. Mais il y a cette mission, cette citation de Frantz Fanon qui nous habite tout le temps, tout le temps. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Il faut le faire.
Et ça commence par... Et c'est pas le plus simple. Non, effectivement. C'est pas du tout ça. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est clair. Prochaine étape, c'est être présent le 25. Ouais, le 25, mobilisons-nous tous pour le 25. EFI Market. EFI Market, partout où vous êtes. Parlez de EFI Market. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire à votre communauté. Parlez de EFI Market. EFI Market. Allons, ayons le réflexe, quand on veut acheter quelque chose, d'aller sur EFI Market. Soyons exigeants pour que nos commerçants, nos producteurs montent en gamme. C'est comme ça. Il faut pas dire, oui, mais j'ai fait tel produit, ça me... Non. Soyons exigeants. Ils vont monter en gamme. Et d'ici quelques années, ils seront vraiment très bien. Mais si vous les oubliez, vous les motivez pas, vous les stimulez pas, ils vont dormir dans la médiocrité. Tout à fait. Soyons, allons-y. Ayez le réflexe EFI Market, parlez autour de vous, faites en sorte que quand vous voulez acheter quelque chose, que vous ayez le réflexe EFI Market. C'est la meilleure des choses pour vous, c'est pour créer des emplois demain pour vous, pour votre communauté, pour vos enfants, et c'est la meilleure des choses pour sortir de cet isolement dont nous vivons. Ok, merci. On peut trouver tout type de produits là-bas? Est-ce que tu as des exemples que tu peux nous donner? On peut trouver, ça fait vraiment tout, l'habillement, la mode, l'alimentaire, les services, comme je vous disais, vraiment les restaurants, l'immobilier, les coachs, vraiment tout. Et on sollicite tous les commerçants, tous ceux qui ont un produit à vendre ou un service, tous les prestataires qui ont un service, allez-y dessus, c'est gratuit. Ça vous empêche pas de continuer à avoir votre site internet. Bien sûr. Mais vous exposerez encore plus vos produits. Quoi. Mais oui, ça vous donne encore plus de visibilité et vous pouvez vendre encore plus de produits. Si vous ne vendez pas, c'est pas grave, vous ne payez rien. Faisons au moins ça. Tout à fait. Voilà. Et pour les personnes qui aimeraient s'enregistrer, ils vont sur efimarket.com. efimarket.com. Okay. Vous allez dessus, vous pouvez ouvrir votre boutique et ceux qui veulent participer à l'événement, vous allez sur EFI Market, vous pouvez soit prendre une place, soit prendre un stand pour exposer vos produits. Ok. Voilà. Et ce sera la meilleure façon de nous soutenir. Le soutien passe par la caisse, nous on dit. C'est clair, c'est clair. On a tout dit, je pense. Oui, je pense qu'on a dit pas mal. Merci en tout cas pour ton temps. Tu disais que je parle pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais là, je pense qu'on a fait une bonne discussion. On a toutes les informations. Merci encore. Merci beaucoup à toi. Merci. On reste connecté pour la suite. Et à toute la communauté Black Network. Merci encore. Fédérons. Tout à fait. On va faire que ça. C'est clair. Dorénavant. Merci encore. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous. À tous, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, d'avoir pris votre temps. J'espère que vous avez appris sur l'histoire du Club Efficience, que vous ressortez avec de l'inspiration, avec des idées aussi pour la diaspora, pour la communauté, pour les ponts qu'on peut bâtir entre l'un et l'autre. Merci en tout cas pour votre temps. Ce que je dis toujours, c'est revoyez vos ambitions à la hausse et que Dieu bénisse vos efforts. À la semaine prochaine. Merci encore. Bientôt. Merci.